Salut, bonjour, bonsoir. Ça va ? Oui. Ouais. Ouais. Bon, super. Bienvenue dans l'horreur du dimanche, le podcast indépendant et chill où l'on parle d'horreur, pas d'actualité ou de goût ici, si ce n'est celui du frisson mou. Bouh. Comme je l'ai répété à de nombreuses reprises, nous ne sommes pas vraiment critiques, nous n'avons pas souvent bon goût. Nos analyses, si elles sont parfois pertinentes, c'est probablement que la page Wikipédia a été bien faite. Mais alors, que faites-vous ? Pourquoi diable continuer ? Pourquoi diable ? C'est la question qu'on a voulu poser à un artiste d'enfer. Vous l'avez ? Oh là là. Si l'on en croit son travail, sa peinture, sa mise en scène du sacré souillé, sa revisite inquiétante mais sublime et tout en aquarelle de l'ésotérique jeu de tarot, on applaudit Maxime Simon ce soir avec nous. Ça va Maxime ? Hello. Ça va bien. Merci d'être avec nous Maxime, c'est vraiment cool de t'avoir. Alors pourquoi diable Maxime ? Eh bien c'est en 4 films qu'il nous répond, même s'il aurait aimé en choisir plus, et je le sais. Sélection audacieuse mais maîtrisée Maxime, je dirais. Alors oui, ça a été une sélection assez compliquée effectivement, comme tu dis, où j'ai beaucoup hésité. Bon, j'ai essayé autant que je le pouvais de trouver des pièces qui étaient esthétiques, qui gardaient vraiment une idée de quelque chose de visuel dedans, ce qui est quelque chose qu'on retrouve souvent dans l'horreur, mais rarement entremêlé vraiment avec l'horreur. Eh bien oui. Donc on va examiner tout ça ce soir et évidemment vous les connaissez bien et vous les avez déjà entendus mais je vous les présente quand même. Lola, toi t'es plutôt peinture, rouleau, sous-couche, ponceuse, perceuse, c'est circulaire. Ça va toi ? Ça va très bien. Fatigué mais jamais vaincu, c'est plutôt dans le cambouis et non la peinture qu'il met les mains et dans le plat qu'il met les pieds. Et Léo, ça va Lélie ? Ah, c'est moi ? Ah oui. Bah ça va pas être moi le cambouis, non. Non, mais je sais pas, je pensais que c'était Brice. Et non, c'est pas Brice. Bah non, bah oui, ça va. Ouais. Ça n'a pas l'air, hein. Mais bon. Elle peint, dépeint, illustre, expose par sa prose lorsque nous lui soumettons les films de nos sélections, même les moins inspirés. Ça va Camille ? Bah oui, ça va. Ça veut dire juste qu'elle roule libre. Hein. Arrêtons. Non, mais toi, c'est plus classe que moi. Oui, c'est vrai que toi, c'était... C'est vrai. Et à la technique, derrière son crossfader, pas de couleurs primaires, mais plutôt des rythmiques binaires. Ses compos sont déjà des bangers. C'est Brice. Oh non. C'est Brice, a.k.a. Brisaire. Vous l'avez ou pas ? Ah. Ok. Il Il est sous le choc. Il est sous le choc. Choqué. L'horreur du dimanche, épisode 21. C'est maintenant, c'est parti. Et on commence avec le premier film de la section de ce soir. Et qui c'est qui s'y attelle déjà ? Léo. C'est moi. C'est Léo. D'accord, très bien. Léo, c'est quoi le film ? C'est l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob. Infâme extrait. On va peut-être se tourner vers Maxime qui va nous expliquer le choix de l'échelle de Jacob. Maxime. Alors, l'échelle de Jacob, film magnifique. Je l'ai vu je ne sais pas combien de fois et à chaque fois, je suis toujours aussi estomaqué par la qualité, par la beauté de ce film. Il est sorti mon année de naissance, qui montre que j'étais parti sur une bonne image. Ouais. Une bonne base, effectivement. Ouais.
C'est un film que je trouve absolument superbe, qui a eu un impact incroyable, je pense, pas forcément dans l'histoire du cinéma, mais sur la pop culture en général, sur l'imagerie. Ça a vraiment laissé des traces. Et pour ça, je trouve que c'est très notable. Ouais, effectivement, film culte. Hein. Et donc, c'est Léo qui se colle à la présentation du Oui, film. c'est moi. Eh ben, on t'écoute, Lélé. Film notable, effectivement, tu disais, c'est un film qui a plus ou moins librement inspiré, par exemple, la série de jeux vidéo Silent Hill. Moi, c'est un film aussi que j'ai vu plusieurs fois de deux, en fait. Donc, c'est un peu plusieurs, mais pas vraiment. Oui, c'est plus que un, ouais. C'est plus que... Techniquement, c'est plusieurs, oui. Le prof d'algèbre. Bon. Du coup, voilà, c'est mon deuxième Matheux en visionnage PLS, de l'échelle de Jacob. Et c'est la deuxième fois que je pleure à chaudes larmes à la fin du film, parce que moi, ce film me touche beaucoup aussi. C'est un film d'Adrian Lyne, que vous connaissez peut-être pour Flashdance. Ouais. Je savais pas que c'était lui qui avait fait Flashdance. Une autre ambiance. Ah oui, Une autre complètement. ambiance, de salles ambiance, qui est un peu... qui est un peu un ovni du coup, l'échelle de Jacob. Il est un peu arrivé comme ça avec ce projet de film. Et après, il a pas forcément eu une suite de carrière. Il a Non, fait mais 9 semaines et c'est demie. vrai Ouais. qu'il avait fait 9 semaines et demie. Ouais, quand ouais, même. ouais. Mais Les bon, propositions indécentes, non, comment ça s'appelle en français? C'est ça? Indecent Je- Proposals. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. On va fact-checker en direct. hein. Ouais. Lola est notre On est fact-checker fact-checker. aussi, ouais. Mais en tout cas, l'échelle de Jacob, c'est l'histoire de Jacob Singer, interprété par Tim Robbins, qui est du coup un vétéran de la guerre du Vietnam, qui a été mobilisé 2 ans et qui retourne à New York après sa période de mobilisation, non sans trauma. Ouais. Voilà. C'est le Dur, moins dur, qu'on hein. puisse dire, C'est le effectivement. moins qu'on puisse dire suite à une scène d'introduction assez atroce où on revit l'épisode de vie qui l'a traumatisé notamment. Il vit à New York avec sa petite amie Jezebel, qui est interprétée par Elizabeth Pena, dans leur petit appartement qui fait un peu office de cocon rassurant pour le couple et pour lui. Il est postier, en tout cas oui, des professions postier / beau gosse, j'ai noté. Ouais. Oui, alors ça, on en reparlera, mais j'aimerais bien De avoir quoi, du votre fait avis qu'il sur soit le... postier Non, sur le fait, Sur le fait qu'il- d'être beau gosse, mais... Bah, si. Ah, écoute, c'est Il est un- assez timoré quand même. Ouais. Enfin, il est un peu en retrait. Mais c'est vrai qu'il est très charismatique. Mais Ouais, mais il est vraiment vendu comme un gros sexe symbole. alors Ouais. que, Il y a moi, je cette trouve pas scène du où il y a tout, des mais- gens Ouais, qui c'est l'arrêtent pas- carrément dans la, Oui, dans bah la oui. rue. Hein, pour, C'est vraiment... tout le monde le Oui, veut, mais quoi. ça, Veut son corps. Vous pensez pas que c'est un truc un peu. Dans sa tête. On y viendra. On y viendra. Bon, En tout cas, Jacob a un passé compliqué. Mis à part la guerre du Vietnam, et un de ses enfants est aussi décédé et un divorce. Il a eu aussi un divorce dans sa Oui, vie. il a plein de problèmes quand même. Il a pas mal de problèmes. il est mais- très malade aussi. Oui, il est très malade. Il prend quoi comme médoc déjà? J'ai oublié. Il a il une prend- prescription tout le temps. Là, Ah, qui il le voit un renouvelle. chiropracteur déjà, on peut Oui, le dire. oui, hein. mais il a Ouais. une ordonnance à renouveler tout le temps, là, je sais pas quoi. ah ouais. Ah ouais, Mm, je bah me oui. souviens pas de ça. ouais. C'est à côté de ça. Ça, c'était. Là, tu confonds avec les recommandations de dimanche dernier. Continue, Léo, excuse-moi. Mais bon, en tout cas, autre un quotidien rythmé par sa petite vie avec sa copine Jay-Z, son travail de postier et la lutte qu'il a pour pas oublier, mais en tout cas vivre avec les traumatismes vécus, passés. Ça va pas très très fort pour Jacob et les traumatismes du coup passés finissent par ressurgir dans son quotidien et ça arrive globalement dès le début du film par l'irruption de l'inquiétude et de l'étrange à chaque coin de rue, bâtiment vide, souterrain peuplé d'étranges apparitions fantomatiques que parcourt Jacob. Le film commence du coup après la séquence introductive de son flashback de la guerre du Vietnam par le métro new-yorkais. Et le film continuera de se passer à New York après, entrecoupé de flashbacks du Vietnam aussi. Donc du coup, ce cadre de New York en ville tentaculaire, avec l'enchevêtrement de ruelles, qui participe à notre perdition à nous aussi. On ne sait jamais vraiment où il va, où il est et qu'est-ce qu'il va faire. Ouais. Donc c'est une bonne manière de représenter son chaos mental à lui aussi. Les personnes qui peuplent son quotidien, du coup, j'en ai parlé un peu. Donc, on a Jezebel qui est sa copine. Il y a aussi, j'en parlais aussi tout à l'heure, son chiropracteur, Louis. Ouais. Très important. Personnage. Personnage formidable. Personnage très important, ouais, du chiropracteur. Et en fait, toutes ces personnes, petit à petit,
même proches, finissent par se métamorphoser en créatures ou en démons qui se mettent à le poursuivre partout, à lui vouloir du mal, à lui faire du mal, jusqu'à ce que Jacob se rende compte qu'en fait il n'est pas le seul. Il retrouve ses anciens camarades du Vietnam qui semblent vivre plus ou moins la même chose que lui, donc apparition fantomatique, sentiment paranoïaque d'être poursuivi par des entités démoniaques dans la rue, qui surgissent des murs, qui se moquent de lui dans le métro, enfin tout ça quoi. Mais du coup, ses anciens camarades disparaissent mystérieusement, bon en explosant, donc pas très mystérieusement quand même. Mais bon, ils se mettent en tête de comprendre ce qui s'est passé. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce que ça commence quand même à divulgacher un gros pan du film. Du coup, on va en rester là. Oui, mais on va le faire. On va le faire, mais après, je pense. Tu sais bien, plutôt. c'est toujours pareil. On dit on va pas le faire, puis en fait on le fait. En fait, on le fait effectivement. Mais l'échelle de Jacob, ça parle surtout du naufrage d'une personne fragile, brisée et traumatisée qui est face à l'impossibilité d'un retour à une vie normale, à un monde normal. Tout le monde psychologique et le monde qui l'entoure du coup de Jacob, on le voit à travers sa vision à lui, et tout s'effondre au fur et à mesure que Jacob sombre dans la folie. En tout cas, c'est effectivement ce qu'on se dit. Ses souvenirs s'effacent, se mélangent. Les photos brûlent, des personnes disparaissent, lui le remarque, les autres pas forcément. Des pans entiers de sa vie ressurgissent et la chronologie se brouille complètement. On ne sait plus qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est le présent, qu'est-ce qui est le passé. Et tout devient brouillé au fur et à mesure. Et donc vous l'aurez compris, le premier niveau de lecture du film, c'est de parler des TSTP, en français, PTSD en anglais, que vous connaissez sûrement peut-être un peu plus sous cette abréviation. Le trouble de stress post-traumatique, un sentiment d'horreur et de paralysie qui peut entraîner hallucinations, mal-être, dépression, suicide, super. Mais c'est aussi un film qui va beaucoup plus loin et qui a plusieurs niveaux de lecture, et c'est là que c'est la partie un peu spoiler. Si vous voulez le voir avant, foncez, et après revenez nous écouter. Ouais. Eh ben écoute, ouais, non mais c'est vrai que pour spoiler, hein, on va le dire maintenant peut-être. On est hein. obligé. On est obligé pour en parler. C'est l'aspect le plus important du film. Voilà. Ouais, ça, et puis c'est ce dont parle le film, en grande partie plus que du PTSD et de la maladie mentale. C'est surtout de ce petit interstice entre la vie et la mort, ce petit moment de temps qui est étiré ici pendant 2 heures. Ouais. Et en fait, c'est ça le sujet du film. En fait, on apprend au fur et à mesure, on commence à s'en douter beaucoup quand même, que Jacob n'est jamais reparti du Vietnam et qu'il se trouve en réalité entre la vie et la mort. La mort. Ouais. Il est juste mort en fait, il n'est pas entre la vie et la mort. Bah si, il est entre la vie et la mort. Il est mort, mais il est entre... Il meurt à la fin du film, en fait, mais tout le déroulement est quand il est dans la jungle, on essaye de le sauver, en fait, c'est pas des flashbacks, c'est pendant ce temps-là. Ah ok, ben j'avais rien compris. Mais mais oui, en fait, tous les pourtant, moments... là, c'est pas compliqué quand même. Hein. Bah... C'est pas si évident non plus, surtout que la fin est un peu tarabiscotée, où on se demande quand même où on a été propulsé. Mais tous les flashbacks qu'on voit dans le film, on se dit ok, c'est des flashbacks du moment traumatique dont découle toute l'horreur que Jacob subit et la déliquescence de son monde et de son univers. En fait, c'est l'instant présent et l'étirement du temps est tel que Jacob vit une deuxième vie. Moi, j'avais pas du tout sur compris la civière, en fait. Pour moi, c'était quelqu'un qui était en enfer, du coup, comme ce qui est expliqué à un moment par le chiropracteur. Mais pour moi, il était là depuis un moment. Bah, moi, j'ai l'impression. J'avais pas compris que il était encore au le chiropracteur, il lui dit plutôt let it go, tu vois. Lâche l'affaire. Non, mais c'est ça. Mais pour moi, il était bloqué dans ce purgatoire depuis longtemps, en fait. Ah, ouais, et j'avais pas compris que c'était là vraiment instantanément. C'est vrai que c'est pas dit. Texto et tout, mais par contre, il y a la dernière phrase du film, je crois, où c'est le médecin quand on est sur le camp de base. Vraiment, là, je divulgage, mais oh là là, salement. Désolé. Mais il y a la phrase, il s'est bien battu ou quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, ça a été un certain combat et c'est bizarre en fait de laisser cette phrase-là comme conclusion du film si ça veut pas dire
que les deux sont liés, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah non, j'avais pas. Non, bon, mais après, on parlait. C'est pas le plus intéressant du film, je trouve. Non, c'est pas le plus intéressant. On parlait de Purgatoire, il y a beaucoup de références bibliques et religieuses et ésotériques. L'échelle de Jacob, déjà. C'est pas une référence à Twilight? Ah bah oui, il n'y a pas d'échelle dans ce film. Je crois pas qu'il en utilise une. Il y a des motos, mais. Ouais. Bah oui, pour accéder à la chambre de René. Bon. Quelle horreur. Allez. Mais le titre du film, comme l'a dit Lola, c'est une référence à un épisode de la Genèse dans la Bible où Jacob rêve d'une échelle qui irait jusqu'au paradis. Dans ce film, en tout cas, l'échelle peut aller dans les deux sens. Et l'enjeu pour Jacob, c'est justement de ne pas aller en enfer globalement parce que ça n'a pas l'air ouf, visiblement. Et le scénariste, en fait, Rubin, qui a écrit le scénario du film des années avant le film, je crois, parce que le projet a transité de main en main, mais c'est jamais fait. C'était quelqu'un qui était passionné d'ésotérisme et de religion. Il a passé 2 ans là, dans un temple bouddhiste au Tibet, par exemple. Il est de confession juive et il s'est intéressé énormément aux écrits religieux. Et il y a eu une volonté de mettre beaucoup de références religieuses dans le film. Il n'y a pas seulement des références bibliques. C'est discuté, donc je présente pas ça comme une vérité, mais la notion, par exemple, d'expérience de mort imminente et tout l'étirement du temps qui est lié à celle-ci, se serait tiré, en tout cas, lui aurait insufflé dedans des références au livre des morts tibétain, le bardo Todol. Et donc je sais pas à quel point c'était voulu ou pas, mais il y a pas mal de personnes qui ont retrouvé des références du coup à des écrits tibétains aussi dans le film. Et voilà pour. Vas-y. Non, mais c'est juste que je crois que Max, toi, t'avais un peu digué la genèse du film. Hein. Ouais, j'ai un petit peu digué, effectivement. Bah, c'est pas tant que ça, parce qu'en fait, c'est vraiment cité texto par justement le chiropracteur qui est la figure angélique du film, qui se présente vraiment, et c'est dit très clairement, où t'as Jacob qui lui dit qu'il ressemble à un chérubin obèse qu'il est en train de manipuler. Et quand il va le voir, toujours quand il est dans des situations de souffrance extrême, et la deuxième fois où il va le voir, qui est vraiment cette espèce de moment assez loin dans le film, un peu avant que sa mort soit révélée, il lui cite un texte qui vient d'un penseur du XIVe siècle, d'un moine qui s'appelle Meister Eckhard. Il n'est pas tibétain, lui, pour le coup. Hein. Non, mais ça rejoint beaucoup la pensée tibétaine, parce que c'était justement c'était un moine qui a été considéré comme hérétique parce qu'il proposait des récits qui s'opposaient un peu à la vision dichotomique de la Bible, où lui, il voit pas vraiment de manière. Enfin, j'ai l'impression que le film voit pas vraiment les démons et les anges comme quelque chose de manichéen. Pour lui, voilà, il cite ce moine en disant que ce qui brûle en enfer, en fait, ce qui nous fait souffrir, c'est nos souvenirs et ce qui nous rattache à la terre. Et c'est parce que on lutte contre le mouvement naturel de mort qu'on souffre en enfer, et qu'en fin de compte, les démons apparaissent comme des anges à partir du moment où on arrête de lutter contre eux et qu'on se laisse emmener vers la suite. Et ça, c'est un élément que je trouve très beau, justement, dans ce film. C'est qu'au début, effectivement, il y a cette idée de lutte où on a l'impression qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, qu'il essaye d'aller mieux, de faire en sorte que ça s'arrête, et qu'en fin de compte, il n'y a pas de solution. Et personne ne lui peut donner de solution, il doit juste accepter ce qui se passe et y aller. Et c'est vrai que c'est annoncé ce rapport-là un peu, pas contre la mort, mais à côté de la mort. C'est annoncé, je trouve, très tôt dans le film, avec quand il se réveille dans le métro, il a à la main un livre, et c'est L'étranger de Camus qui parle beaucoup, effectivement de ça, en fait, de l'étrangeté de la mort et justement de parfois la réaction qui est à côté, quoi. Et je trouve que ça se sent très fort dans le film. Ouais. Effectivement, symbolique assez lourde, hein, effectivement, dans l'échelle de Jacob. Moi, c'est un film qui me... J'ai pas pleuré parce que je l'avais déjà vu, et je pense que la première fois j'ai dû verser une petite larme, mais là j'ai pas. Non, mais t'es pas tout seul. Hein, mais donc là j'étais averti quand même. Mais je trouve qu'il y a un côté dans toute la bascule du film qui se fait vers le moment où il accepte en fait ce qui lui arrive, et le moment d'avant, en fait, la première partie du film où il est plutôt dans la lutte. Moi, c'est là que il y a quand même un petit truc, tu vois, qui se passe. Je trouve ça assez terrible. Mais c'est vrai que
la fin est quand même relativement paisible par rapport au moment central du film de l'hôpital, qui est un peu le moment le plus difficile. Paisible. Bah oui. Ouais. La fin est paisible, par contre, le film est d'un glauque sur tout ce qu'il aborde, donc ça, Oui, bon, ça dépend, je pense, de notre. je sais pas. L'imagerie est extrêmement. Et c'est pour ça que je pense qu'elle est restée dans la pop culture aussi longtemps. C'est que la gestion des personnages, avec les peaux qui recouvrent les yeux, les vibrations qu'ils ont, le fait que tu aies tous ces corps difformes, enfin, c'est extrêmement fort, mais aussi dans un sens un peu terrifiant, quoi. Ouais, et relativement inattendu de la part d'Adrian Lyne, qui est quand même un type qui venait à la base beaucoup de la pub et du glamour. Tu vois, on sent qu'il s'est retenu pendant des années. Là, il a voilà. Toutes ces années de psychanalyse, c'est parti, quoi. Non, mais moi, je suis relativement d'accord avec ce qui a été dit. Et je considère, à titre personnel, d'ailleurs, ça faisait longtemps que je voulais en parler dans l'heure du dimanche de Échelle de Jacob. Donc, merci de l'avoir choisi parce que c'est un bon prétexte pour en parler. Et peut-être sur le côté formel du film, on n'a pas tellement parlé, mais il y a quand même une gestion, il y a quand même une gestion de l'image et des effets spéciaux qui sont pas très nombreux, mais relativement bien utilisés, des maquillages et tout qui sont quand même superbes. Le film est magnifique. C'est incroyable. Il n'y a eu aucune post-prod, c'est que des effets réels, ou alors c'était filmé carrément en stop motion direct pour pas avoir à faire de post-prod. Ça a absolument pas vieilli. C'est comme un film qui a 34 ans. 34 ans. Et ça se voit pas du tout. Ouais, non, c'est vraiment assez impressionnant. C'est la seule datation qu'on peut en faire, c'est quand on regarde la coupe des jeans, éventuellement. Exactement, c'est vrai. Quoique ça. Mais ça passe. Ça passe maintenant. Ça passe. Après, on n'a pas parlé. Le dernier truc dont je voulais parler, c'est le dernier petit sous-texte du film. Je dis sous-texte, c'est pas un sous-texte, c'est dit dans le film. C'est que Jacob, en fait, et ses camarades au Vietnam ont été un groupe témoin d'une expérimentation avec des drogues. Pas euphorisantes, mais hallucinogènes, pour booster leur capacité de combat. Et c'est quelque chose qui s'est vraiment fait en plus. Alors, non. Beaucoup de spéculations. Et Lola est complotiste, donc il faut. Non, mais c'est faut que tu lui dises oui. Les petits lézards dans les pyramides. L'armée américaine a vraiment expérimenté sur le LSD. A vraiment fait des recherches sur les psychotropes. Et du coup, le film joue un peu aussi avec cette confusion sur est-ce que c'est vraiment arrivé ou pas. Pour proposer un mini sous-texte politique quand même. Moi, j'aime bien voir ça comme un peu une tentative désespérée de la part de Jacob d'essayer de trouver des solutions à ce qui est en train de lui arriver, de la même manière qu'il cherche. Est-ce que c'est un complot est-ce que c'est un complot du gouvernement? Est-ce que c'est juste du stress post-traumatique? Est-ce que il est juste malade? À un moment donné, où il a une espèce de pic de fièvre, on a l'impression qu'il cherche. Pourquoi est-ce que c'est en train d'arriver? Parce qu'il ne veut pas voir l'inévitable qui est qu'il est en train de mourir. Et je pense que ça fait un peu écho effectivement à l'étranger de Camus, qui revient plusieurs fois, où effectivement on le voit, il est en train de le lire dans le métro au début. À un autre moment, on revoit son bureau, et là il y a l'étranger qui passe à nouveau, où c'est un personnage qui n'a pas sa place ici. Ou en tout cas, c'est sans doute comme ça qu'il le perçoit lui-même, où il lutte contre la situation dans laquelle il est. Moi j'avais une belle phrase de conclusion, si vous me permettez. Bien sûr. Non. Mais carrément, quoi. Maintenant on se permet des... Pour échapper à l'enfer, rien de tel qu'un bon chiropracteur. Waouh. Tu veux que je fasse une transition avec ça? Mais ce qui est intéressant, c'est que la figure du chiropracteur, on la retrouve dans plusieurs films de cette sélection. Je pense qu'il y a un sous-texte peut-être. Oui, c'est vrai que à la base, j'étais persuadé d'être très très varié, et quand j'ai regardé la sélection, j'ai fait en fait, il y a plein d'éléments qui reviennent. Oui. Je suis peut-être un peu obsessif. Mais c'est vrai que d'ailleurs, tu es venu avec ton chiropracteur ce soir. Exactement, il est derrière moi. Il te fait craquer en même temps qu'on te parle. Écoute, j'en profite pour faire un petit placement, mais c'est pas très surprenant. C'est pas très surprenant. Je suis pas très surpris que tu aies choisi ce film. Allez voir Maxime Simon Atelier. On y retrouve une forme de logique entre une forme de filiation. Je sais pas comment le prendre, mais je le prends comme un compliment. Mais je savais pas que j'étais aussi fucked up. Mais
Merci. Voilà. Et donc, eh bien, écoutez, on va peut-être passer au deuxième film de la sélection de ce soir. Je me retourne vers le maître du temps qui me valide cette transition. Et donc, Félindra tête de tigre. oui, c'est Fort Boyard ici. Combien de clés, Boris ? On enchaîne avec le film suivant. Et c'est donc le film que Camille va nous présenter. Absolument. Camille, quel est ce film ? Je vais vous parler de Suspiria, mais le remake de 2018. At the beginning, she gave me things. Perfect balance, perfect sleep. Oh, she wants to get inside of me. I can feel her. Oh, she can see me. When you dance the dance of another, you make yourself in the image of its creator. I feel like I'm not even here yet. Madame Blank's incredible. 1, 2, 3. The way she transmits her work. You have to decide, what is it you want to be for this company? There's more in that building than what you can see, Doctor. You are living with dangerous people. Ça fait peur. Oui, c'est terrifiant. Ouais. Suspiria remake donc de 2018 et donc Maxime, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix ? Alors, Suspiria parce que j'ai un très grand amour du film d'horreur kitsch et le Giallo à la base, donc le premier Suspiria pour moi est un exemple parfait, extrêmement visuel et je l'avais pas vu depuis très très longtemps et du coup je me suis lancé dans le remake pour voir ce que ça donnait et j'ai trouvé que c'était fascinant. Ah ouais. Tout simplement. Tout simplement fascinant. Donc ça fait partie des films que tu l'as vu plusieurs fois ou juste une fois ? Je l'ai vu 2 fois coup sur coup. Je l'ai vu à la base quand j'étais en train d'explorer sur ma sélection. Je me suis dit bon, je vais quand même le tenter. Je l'ai vu. Je savais pas trop quoi en penser. Ensuite, je l'ai revu et ensuite j'ai su quoi en penser. Et je trouvais que c'était vachement bien. Je trouvais que c'était un hommage vachement intéressant justement à tout ce style du film d'horreur. Extrêmement typé, donc quel Giallo, que Guadagnino a vachement modernisé, tout en apportant une touche assez unique. Et franchement, je pense que oui, dans la sélection, c'est sans doute le film le plus visuel, le plus esthétique que j'ai choisi. Eh ben, c'est Camille qui va nous en parler. Oui, oui, effectivement. Donc, comme tu l'as dit, c'est donc un remake de Suspiria de Dario Argento qui était sorti en 77. Celui-là, il sort en 2018 et en fait, c'est un projet que Guadagnino a depuis très très longtemps, dans le sens où il est très connu pour avoir fait Call Me by Your Name, qui est pas vraiment un film d'horreur, pas du tout même, on va dire. Ouais. Pas du tout. Bon, on peut faire des blagues, on va pas le faire. On va pas le faire. Et donc, en gros, Guadagnino, il explique quand même que... je vais l'appeler Lucas, parce que manifestement, son nom de famille, je vais l'écorcher à un moment donné. Appelle-le Lulu, tu sais, il nous écoute. Lulu. Donc, Lulu explique que Suspiria, en fait, de Dario Argento, c'est vraiment un film charnière pour lui, fondateur dans son approche du cinéma. Il l'a vu à 14 ans, et en le voyant, il s'est dit, je veux refaire ce film. Donc c'est vraiment une idée qu'il a depuis tout petit et cette idée a mûri et dès 2007 il a réussi à convaincre Dario Argento et je crois que c'est son frère qui a les droits aussi sur le film de lui céder les droits pour pouvoir faire donc ce remake là.
ça a pris un peu de temps, le projet a mûri, etc. Enfin, il a failli le repasser à quelqu'un d'autre, un autre réalisateur et tout. Mais en 2016, il se met en fait à préparer le film. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, il explique que en juin 2016, je crois, il commence à tourner Call Me by Your Name, alors qu'il est en pleine prépa de Suspiria. Et en fait, pendant l'année de promotion du film Call Me by Your Name, qu'il fait connaître à l'international, en fait, il explique que matin, midi et soir, il pense Suspiria. Donc c'est une espèce de décalage total. Ouais, effectivement, deux salles, deux ambiances. Assez marrante. Il y a aussi un truc, je pense, assez important à dire par rapport à ce film, c'est le casting absolument incroyable qu'il arrive à réunir dessus. C'est vraiment un film d'actrice, dans le sens où il y a, dans l'ordre, et pas d'importance, il y a Tilda Swinton, Dakota Johnson, Mia Goth, Chloé Grace Moretz. Enfin, c'est quand même la jeune, la jeune et moins jeune pour Tilda Swinton, mais c'est la jeune garde vraiment du nouvel Hollywood, on va dire un peu actuel. Et Tilda Swinton qu'on aime plus que tout. Enfin, et Mia Goth, dont c'est la 3e fois qu'on parle dans la. Oui, je crois qu'on commence à faire. C'est officiellement l'actrice la plus citée. Oui, on fait une fixette, un petit peu. Mais c'est elle qui fait des choix aussi qui se rapprochent de notre ligne éditoriale. Mia, si tu nous écoutes, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux. Et à venir dans un épisode. Oui, oui, absolument. Ouais. Tu es oui, on va le faire en anglais, ça va être, on va être bon, je pense. Tilda Swinton aussi, et Luca Guadagnino, bon, tu peux venir. Oui. C'est ok. Ouais, bof. Bon, bref. Alors moi, c'est la première fois que je voyais ce film parce que j'ai, comme toute personne réactionnaire évidemment, qui aime bien un film et qui voit remake, je me suis dit ah non, ça me tente pas trop. Tu t'es dit c'était mieux avant. Voilà, exactement. Et surtout, enfin, il est quand même plus long que le film original. Hein. On a une demi-heure de plus. Et en fait, ce qui est, je vais pas du tout m'amuser à faire le jeu des 7 différences entre l'ancien et le nouveau pour savoir lequel est le meilleur. C'est pas du tout la question, je trouve, parce qu'effectivement, tout de suite, Lucas marque sa différence et montre très vite qu'en fait, il veut pas faire une redite. Il fait une réinterprétation. Une réinvocation plus du film, et c'est vraiment très intéressant, je trouve, dans le sens où pour les gens qui n'auraient pas vu Suspiria, je vous explique rapidement de quoi ça parle. Ça parle de Suzy Bannon, donc une danseuse américaine qui vient d'Ohio, qui en fait débarque un peu par hasard, que ce soit dans l'ancienne version ou cette nouvelle, elle débarque dans une académie de danse à Berlin, donc c'est en Allemagne. Là, Luca Guadagnino, il décide vraiment de l'ancrer à Berlin Ouest en 77. Donc il y a le mur qui est visible en permanence avec des tags, etc. Et surtout, c'est les années de plomb européennes, mais c'est l'automne allemand. Qui est ultra présent dans le film, c'est-à-dire toutes les luttes, les désirs de révolution avortées et assez violentes qui se passent en Allemagne, avec notamment la bande à Bader, etc., qui légitime légitime des insurrections et de la guérilla urbaine dans un projet de société nouvelle. Voilà, en gros. Non, mais c'est vrai que c'est un habillage. Qui rajoute qui est pas du tout présent. Alors, c'est pas au même endroit déjà à l'original, mais c'est complètement absent. Il y a pas de contexte spatial ou même voire temporel dans Suspiria dans l'original. Et là, c'est vraiment une dimension supplémentaire pour le coup. Tout à fait. Complètement. Et donc Suzy Bannon, elle débarque dans cette académie. Grosse différence aussi avec. Je dis que je vais pas les 7 différences, je le fais, mais quand même. Première différence. Non, mais quelque chose qu'il faut noter, c'est que là, dans la version de 2018, l'académie, c'est pas non plus un prétexte comme dans le premier. C'est vraiment très marqué. Ce sont que des femmes qui sont présentes. Et elle danse une danse qui se rapproche pas mal de Pina Bausch, donc c'est du contemporain très expressif, très presque de la trance, etc. Et là il décide, le réalisateur, de vraiment en faire une voix de son scénario, parce que les scènes surnaturelles et de bizarrerie vont intervenir beaucoup quand Suzy se met à danser. En fait, elle déclenche des réactions
hyper violente chez ses camarades de classe, on va dire, et ça donne lieu à plusieurs morts qui interviennent comme ça et qui jalonnent ce scénario. Et je n'ai pas envie d'en dire plus, moi, personnellement. En termes de scénario, je suis pas sûre qu'il faille rentrer dans le détail scénaristique. Ce que vous devez savoir, c'est qu'effectivement, c'est très très beau. Esthétiquement, là où Suspiria de Dario Argento était vraiment sensoriel, avec beaucoup de filtres, beaucoup de bleu, rouge, etc. Là, c'est beaucoup plus gris. On est vraiment sur une esthétique moi, je trouve qui ressemble assez à Fassbinder, un peu désaturé comme ça, et aussi à Possession. Oui, complètement. Zulawski, qui pour moi est la référence centrale du film. C'est deux réalisateurs que j'adore personnellement, donc on partait plutôt bien. Après, j'ai quelques réserves sur le film, mais je préfère qu'on en discute si vous êtes d'accord, quoi. Bah oui. Mais discutons-en. Moi, je trouve que le film... Et il y a toute cette dimension contextuelle qu'il ajoute que je trouve hyper bien. Alors, pour la petite histoire, vous adorez ça, hein, tout le monde le sait. C'est des gossips. Non, mais plus sérieusement, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas du tout aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas du tout aimé, c'est que je pense que j'étais pas... Comment dire ? J'étais pas dans de bonnes dispositions et je pense que j'ai vu... La fin m'est tombée un peu dessus. Comme un truc inattendu, et le revoyant et pouvant prêter un peu plus attention à tout ce qui entoure le film et qui n'est pas un film d'horreur, hein, en fait, tout l'à côté. Oui. En fait, j'étais beaucoup plus prêt à recevoir la scène finale, les 20 dernières minutes qui sont quand même assez incroyables. Enfin, je veux dire, c'est difficile de pas s'en rappeler. Et donc en fait j'ai adoré le revoir, et j'ai adoré particulièrement tout le contexte qui met autour de Suspiria qui rajoute par rapport au film original. Moi, le film original, c'est un film que j'aime bien, mais qui est pas non plus dans le panthéon. C'est pas un truc que je vénère particulièrement. Je trouve très très beau, mais j'ai toujours trouvé que Suspiria d'Argento, c'était un peu chiant. Mais toi, t'aimes pas Argento? C'est pas que j'aime pas, c'est juste que je trouve pas ça toujours... Je trouve ça toujours très inspiré visuellement, mais je trouve pas ça toujours très très intéressant à suivre. Et je trouve que c'est quelqu'un qui est assez loin en fait de, je sais pas, de la réalité un peu charnelle et, enfin tu vois, qui est pas vraiment dans le vrai monde, tu vois. C'est toujours quelqu'un qui est en train de reconstituer des trucs. Bah, le premier, c'est un vrai conte. Qui sont totalement artificiels. Ça marche parce que c'est beau, mais ça me touche pas. Et là, je trouve que dans le film de Guadagnino, qui n'est pas un réalisateur que j'apprécie particulièrement, en particulier Call Me By Your Name, qui est un film que j'ai pas particulièrement apprécié pour plein de raisons différentes, et j'ai vu entre-temps, entre les deux visionnages de Suspiria, son dernier film, Bones and All, que j'ai pas particulièrement aimé non plus. Mais là, je sais pas, en revenant sur ce Suspiria, j'ai vraiment trouvé ça hyper bien, dans la mesure où vraiment je trouve qu'il a une manière de filmer les actrices qui est hyper chouette. Enfin, il est très très proche, notamment dans les scènes de danse qui sont pas tellement mises en scène en fait. Il y a plein de scènes de danse, sauf la scène où elles ont le costume et tout ça, mais il y a plein de scènes de danse que je trouve complètement anticlimatiques, qui sont notamment la scène de casting au début, où on s'attend à ce qu'elle fasse un truc de ouf et tout, mais en fait c'est filmé de côté, on voit pas toute la scène. Enfin, il y a un truc vraiment que je trouve assez proche en fait. Je le trouve assez proche des actrices dans la manière qu'il a de les filmer en fait, et assez proche j'imagine, bon, j'y connais rien, mais je me sentais assez proche de ce que ça pouvait être que la frustration et la réussite de réussir une audition, d'être la favorite, enfin voilà, il y a un truc que j'ai vraiment senti en le revoyant cette fois-là, et donc qui est complètement en dehors de Suspiria le film, hein, qui est les à côté qu'il a rajouté. Et par-dessus, je trouve qu'il rajoute effectivement qui raconte l'histoire, cette histoire de sorcière, hein, mais ça, peut-être que vous en parlerez mieux que moi. Il rajoute quand il essaye de suivre cette trame, qui est la trame scénaristique du Suspiria original, il y a plein de surprises visuelles, notamment la scène finale, que je trouve vraiment incroyable, quoi, quand elle arrive. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai presque adoré le revoir. Le mot est lâché. Ouais. Voilà. Lolo, toi, t'as... moi, je suis contente que vous me demandiez mon avis, parce que vous noterez que tout le monde s'en est foutu de mon avis de l'échelle de Jacob. Ah bon? Personne ne m'a demandé. Tu peux nous le donner maintenant, si tu veux. Pas. C'est trop tard. Les gens veulent savoir.
Non, moi je l'avais pas vu avant que Maxime nous fasse sa proposition de sélection. Et vu que Thomas m'en avait dit du mal, et que je n'ai pas de personnalité, je m'étais dit oh non. Donc je l'ai regardé en voiture, dans des conditions pas forcément optimales, mais j'ai adoré ce film. Enfin, vraiment, et j'avais vu plusieurs fois celui d'Argento, que j'avais beaucoup aimé aussi, notamment, et j'en avais parlé dans l'épisode sur la musique, mais j'avais adoré ce film pour la musique. Suspiria, enfin, moi, c'est le film qui me fait le plus peur au niveau auditif, en fait. Et là, il n'y a pas du tout ça dans celui-ci, mais il y a plein d'autres choses. Et moi, j'ai trouvé ça magnifique. Le film est long, en effet, et j'avais très peur, mais je ne me suis pas du tout ennuyée. Je reviens sur la musique, mais en fait, c'est quand même la musique de Tom York, hein, donc voilà, on ne l'a pas précisé. Voilà, moi, la scène de danse macabre avec le corps de la danseuse, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je l'ai quelque part. Qui meurt rapidement. Olga, mais je ne connais pas le nom de l'actrice. C'est Elena Fokina. Bon bah voilà, mais ça, première fois qu'elle fait du cinéma. Ça, Bonne entrée en matière. J'ai trouvé ça horrible, mais moi j'adore, vous savez bien. Voilà, c'est très réussi ça. Ouais. C'est très réussi. Toutes les séquences cauchemars entre guillemets, avec les plans hyper inquiétants et très gore encore une fois. Bah, moi je trouve ça d'une immense créativité, parce que vraiment on sent qu'il va chercher des idées dans le gore et dans l'image en fait. Enfin moi j'ai vraiment été hypnotisée par par l'image du film en fait, et j'ai notamment été obsédée par les 80% du film qui se passe dans ce studio recouvert de miroirs sur les 4 murs, et je me suis maté les scènes 200 fois en me disant comment ils ont fait pour filmer ça, pourquoi on ne voit pas le caméraman ou la caméra woman. Ça c'est ton côté technique, l'œil du c'était horrible, et j'ai fini par j'ai pas trouvé de réponse de la part de l'équipe technique du film, mais je me suis dit, parce que c'était impossible autrement, que le cadreur avait été avait été effacé en post-production, parce qu'en fait c'est impossible. C'est des plans de face au miroir, il y a des miroirs derrière, sur les côtés, on voit et les protagonistes dans le cadre et leurs reflets. C'est impossible de pas voir la caméra, donc je me suis dit que c'était fait en post-prod et c'est hyper bien fait. Ouais, enfin moi je te fais ça avec la gomme, image par image. Ah non, mais je sais pas, moi je suis pas monteuse, mais je sais que c'est des histoires de tracking, minutes, ça a l'air assez complexe. Enfin, et puis en plus là c'est vraiment très 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 bien fait. Enfin, moi je sais que ça m'a voilà, j'adore la séquence de fin dont tu parlais, Thomas, tout à l'heure. J'ai noté cette phrase: il ne s'agit pas de vanité, il ne s'agit pas d'art. Et je trouvais que c'était beau à rappeler dans un épisode où on parle d'art pictural, quoi. Enfin, voilà, je trouvais ça. Voilà, les films de sorcières, c'est un peu ma passion. Et là, tout le côté rituel, je trouve que c'est hyper bien amené, hyper bien exploité. Enfin. J'ai vraiment pas de truc négatif à dire sur ce film, et pourtant j'ai vu Call Me By Your Name, voilà, j'ai plutôt bien aimé, et j'avais vu A Bigger Splash, qui est un remake de La Piscine de Jacques Deray, avec aussi Dakota Johnson, et je crois que je l'ai vu il y a longtemps, mais je crois que c'était très beau aussi comme film. Enfin... moi c'est un peu la chose que je reproche à Lucas de manière générale, c'est que je trouve que il fait des films qui sont magnifiques, et je trouve que scénaristiquement parlant ça tient pas forcément la route. Je vais sans doute peut faire des ennemis, mais je sais, moi Call Me By Your Name j'ai pas du tout aimé, parce que je l'ai trouvé énervant tous les deux. J'étais là, ok d'accord, c'est leur histoire d'amour, mais ils m'intéressent pas, ces personnages. Et pareil. C'est juste qu'ils sont dans un magnifique endroit, et qu'on est en Italie, c'est beau, donc ouais on est là, ah ouais c'est cool, mais en réalité c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et là paradoxalement, alors que en fin de compte, l'histoire de Suspiria de Argento, à la base, elle passe un peu au second plan par rapport au visuel. Là, il a développé vraiment une histoire avec des rôles intéressants, dont le rôle de Tilda Swinton, de Madame Blanc, qui était un personnage complètement secondaire dans le premier Suspiria, qui a du coup créé un rapport vachement intéressant de conflit intestin dans ce groupe de sorcières, et magnifiquement bien joué, et amène à des scènes qui sont incroyables. Et pour ça, je trouve que c'est assez fort. Après, bon, c'est vrai que je trouve un peu que la fin, cette espèce de climax qui amène jusqu'à cette scène qui est
incroyable visuellement. Il tombe un petit peu dans les mêmes travers parce que bon, je trouve que tout d'un coup, il fait OK, allez, là, on va y aller à fond et il t'envoie dans la. Il met dans sur la gueule, 10, voilà, c'est ça. tout de suite. Mais ça fonctionne. Oui, franchement, c'est. Je sais pas, c'est tellement bien fait. Quoi. Enfin, après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est. Moi, il a fait une performance. Moi, je suis moins convaincue que vous. Enfin, vraiment beaucoup moins, dans le sens où, justement, j'ai essayé de comprendre un peu plus. Tu vois, ce qu'il voulait faire, etc. Il explique que lui, justement, il aime tellement ce film, il est tellement dans l'excès, enfin, il parle beaucoup de l'excès, de son désir d'excès, et je trouve que c'est un film, où j'ai pas pris de plaisir, enfin, pas beaucoup. Je trouve que c'est quand même très, très plat. Enfin, moi, je me suis quand même beaucoup ennuyée, je dois confesser. Beaucoup, alors que pourtant, il y a quand même tous les ingrédients pour me plaire. Ça parle de psychanalyse non-stop, quand même un peu au forceps, parce que bon, il y a donc je divulgage, attention, bouchez-vous les oreilles, mais moi j'ai trouvé que c'était visible très vite. En gros, Tilda Swinton joue 3 rôles. Et notamment le rôle d'un homme psychanalyste qui arrive dès le départ. Ah oui, alors ça, explique-nous. Tu m'as dit que tu avais un gros reveal à nous faire. Ah oui, non, mais alors voilà, c'est ça. En fait, donc, en gros, donc, il explique, lui, il parle de pourquoi il a écrit ce rôle-là avec donc 3 personnages pour Tilda Swinton. Et donc, lui, il dit que le film, selon lui, essaye de prendre dans sa construction même la façon dont Freud expose la psyché. En gros, il y a le moi, le ça, le surmoi. Tilda Swinton joue les 3. Voilà. Je vous laisse avec ça. Moi, je trouve que c'est un tout petit peu. Mais ça, c'est très intello. Tu crois pas que c'est du bullshit un peu marketing Non, mais il l'a dit dans un truc où on discute du film. Il voulait faire intelligent à ce moment-là. Peut-être qu'il avait juste plus de thunes pour payer d'autres acteurs aussi. Et justement, je trouve que Tilda Swinton n'est pas très bien exploitée, sincèrement. Enfin, pour moi, c'est une des plus grandes actrices actuelles. Et je trouve que vraiment, elle est. Objectivement, elle joue quand même incroyablement bien. Oui, moi, j'ai pas cru. Au début, quand j'ai lu que c'était elle qui faisait le psy, j'ai fait genre d'accord. Moi j'ai été. J'avais pas vu. Moi je l'avais pas vu la première fois. Ah bon ? Non. Mais attends, mais il a une tête trop bizarre. Mais il a une voix trop bizarre. Par contre, je me disais que cet acteur est bizarre, tu vois. Il a des mains qui n'existent pas. Mais j'avais pas capté que c'était Tilda Swinton. Non, mais il a des mains de femme très très fines, alors qu'il a un visage prosthétique. Mais c'est vrai que cet arc scénaristique autour de ce personnage est un peu tiré, un peu tiré à outrance, un peu étalé, un peu étiré. Et c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le film. Et ça prend quand même beaucoup de place. J'ai pas compris pourquoi il était là dans la scène finale. C'est le truc. Pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin de le rapprocher pour qu'il soit présent à ce moment-là ? Elle le ramène jusqu'à. Oui, ça j'ai compris, mais pourquoi l'accompagner en plus. Et oui, et en plus après pour le libérer finalement. Parce que c'est son ça. Non, c'est son moi. C'est son surmoi peut-être, non ? Oui, c'est ça, c'est le id. Vu que c'est le psy, ça doit être le surmoi. Ouais, mais c'est vrai que toute l'histoire avec de cet homme avec sa femme, j'ai pas. Moi, j'ai pensé avoir pas compris parce que j'ai eu un problème de sous-titres avec le film. Mais je me rends compte. Je me rends compte que finalement, ça a l'air d'être flou pour tout le monde. Mais moi, je rejoins Camille. J'ai trouvé que le film était un bon remake avec des choses à proposer. Encore une fois, c'est pas juste. Suspiria, mais mais pour moi, faut pas le voir comme un remake. En fait, c'est vraiment. Bah oui, mais désolé, mais t'appelles ton film Suspiria et. Bon, ça c'est parce qu'il a un peu le melon, mais. Enfin, je peux pas le voir comme un remake. Il aurait pu faire un autre film. Il aurait pu l'appeler Tilda Swinton joue 3 personnages différents. Enfin bon, tu vois, moi je veux bien ne pas le voir comme un remake, mais c'est un remake. Enfin, désolé, mais c'est un remake. Et je trouve que les deux n'ont rien à voir. Et j'allais dire un truc gentil en plus, je trouve que c'est plutôt un bon remake. Ah bah c'est super gentil. T'as le droit de parler. Plutôt bon. C'est plutôt bon. Moi je suis d'accord, 11 sur 20, moi je donne. Je te jure, j'ai réfléchi. Mais en tout cas, en tant que remake, ça marche bien pour plein de points. Moi je suis à chaque fois frustré quand il y a un contexte historique qui est développé et qui est peu utilisé. Là ça va, on arrive quand même à avoir à boire et à manger du contexte historique et donc c'est plutôt cool. Après moi je m'en défais pas, je suis d'accord avec Camille, ce film il fait 2h36. C'est d'une longueur absolue. Il est long. Moi j'ai pas vu. Mais il y a des fulgurances. Alors il y a des fulgurances mais qui sont amenées sur 3 km et ça rame quoi. Et je me suis demandé si cette sensation de longueur est pas aussi vachement poussée par le fait que le film commence par un panneau qui dit 6 actes plus l'épilogue. Alors est-ce qu'on est d'accord que le 5e n'existe pas, le 5e acte ?
Ah, je sais pas compté. Ah, parce que moi, je les ai carrément listés. Bah, mais le 5, j'ai l'impression qu'il saute. C'est une question rhétorique, en fait, tu le sais. Bah, je crois qu'il saute. Ah ouais. Donc, déjà, bon, pourquoi ? On ne sait pas trop. Et c'est vrai que moi, ça, c'est compliqué parce que du coup, tu vois les trucs s'enchaîner, tu dis, mais mon ça, Dieu, on est c'est que là. un peu le côté formaliste relou de Guadagnino. Tu vois. Mais je trouve que vraiment, et ça, j'insiste et je suis convaincu, mais il est assez proche des gens dont il parle, en fait. Et ça, je trouve que c'est peut-être le seul film que j'ai vu de lui où c'est le cas. Parce que très honnêtement, le reste de sa filmographie, tu peux en parler avec Call Me By Your Name, et moi j'ai eu exactement la même sensation avec Bones and All. Je me suis jamais senti proche ou sur une espèce de longueur d'onde commune avec un personnage issu d'un film de Lucas Guadagnino. Et j'ai pas eu cette mauvaise surprise avec Suspiria. Vraiment, je sais pas. Le personnage qui est joué par Dakota Johnson, je sais plus, c'est Suzy Bannon, hein, voilà, c'est ça. Et ben, je trouve qu'elle a une vraie histoire, elle a un vrai développement. Il y a une espèce d'emphase. Ça change de 50 nuances degrés. Ouais, personne ne l'a relevé. Bonne actrice, très bonne actrice. Oui, c'est un préquel, hein, je crois. Mais non, il y a une espèce de... On est martelé par son passé. Oui, parce qu'elle est ménonite, on l'a pas dit, effectivement. Ouais. Mais oui, c'est vrai. C'est pareil, c'est un truc qui est et pas ça, dans il y a le... ça comme... je me souviens plus, dans le Argento, elle a cette histoire-là aussi. Non, elle n'a pas d'histoire, en fait. Non, pas du tout. C'est beaucoup elle n'a pas d'histoire. Même l'idée qu'elle arrive à Berlin pour une raison. Oui, en fait, là, ça légitime le twist de fin. Mais il n'y a pas du tout ça dans le... C'est inopportun dans celui d'Argento. Elle arrive et t'es directement à l'aéroport avec elle dans le taxi et t'as très peu d'éléments sur sa vie. Oui, okay. Et t'as la musique de Gobelin qui matraque. Mais et voilà. Pardon. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous aimez bien l'original. Ah ouais, j'aime beaucoup. Et que vous aimez pas le remake pour les mêmes les deux. Alors que finalement les raisons. Tu vois, et je crois même que je préfère le remake. D'être formaliste et d'être un peu tiré un peu en longueur. Non, mais parce que le 1, enfin moi, je suis pas folle du Suspiria premier. Non, moi, je le trouve plus long. Ouais, moi aussi. Il est plus ressenti. Oui, parce qu'il raconte pas grand-chose et que c'est un peu. Ouais, mais au niveau des sensations, il te tient en haleine en fait. C'est ça. C'est que chaque plan, il se passe un truc Berlin, fou. l'hiver, c'est gris, il y a du béton et on se fait chier. On dirait un peu d'Eric quand même parfois. Voilà, je vais le mettre. Je suis de mauvaise foi. Bon. On dirait d'Eric. C'est ma phrase de conclusion. Ça fait pas 2 fois que tu cites d'Eric, non? Attends, non. Ah non, je crois pas. C'était peut-être en off. Ouais, pardon, tu m'as dit. Je pense pas. Je pense pas citer d'Eric. Eh bien, on dirait d'Eric. Big up aux scènes de danse quand même. C'était de la balle par contre. Ouais, les costumes, on a pas parlé. Mais ça c'était de la balle. Ouais, ça t'a pas dans d'Eric. Enfin, ou alors j'ai pas. Il y a pas de scènes de danse comme ça dans d'Eric, non, c'est clair. Avec ses lunettes fumées. Eh bien, Brice, combien de temps? 52. Ok, on va passer au film suivant. Et le film suivant, c'est donc le film dont va parler Lola. Quel est ce film, Lola? C'est La Plateforme. ¿Era una persona? Pues claro que era una persona. ¡Es que nadie va a hacer nada! Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría al nivel más bajo. Ayúdame a bajar. Bajar es un suicidio. El hambre desata la locura. Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. Ça y est. C'est la fin de... C'est abrupt, hein. Ah ouais. On a une gastro. Ça fait... Lola, c'est le film que tu as sélectionné. C'est ça? Oui, tout à fait. Peut-être que Max, tu veux nous en dire un mot avant? Alors,
Oui, donc El Hoyo, donc le trou. Ou, j'allais le dire, voilà, The la gastro, Platform. c'est bon. Je ne sais pas quel est le nom français. La plateforme. La plateforme. Ouais. ok. Ah, la plateforme. Alors, c'est un film, c'est un film Netflix sur lequel je suis tombé à la base en me disant bon, ça va être une daube, mais j'ai pas grand-chose à faire, donc allons-y. Et après l'avoir vu, j'y ai réfléchi, je l'ai revu, et en fin de compte, je trouve que c'est un film qui est assez intéressant. Je trouve que c'est un film qui parle de politique sans forcément essayer de donner un message particulier. Je trouve que visuellement, c'est assez intéressant. Il y a toute une esthétique qui met vraiment en tension un côté très léché de la nourriture, avec en même temps un cadre très froid, très minimaliste. Et pour moi, il y a des petits éléments de cube dedans. Et je sais pas, c'est un film qui m'a vraiment plu. Donc voilà. Ouais, une version alternative de Cube de Vincenzo Natali, hein, effectivement. C'est ce que tu me disais. Mais pour le coup, voilà, je trouve que le message est plus profond que Cube. Parce que pour le coup, Cube, je trouve que c'est purement visuel. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord là-dessus, mais j'ai trouvé qu'en soi, c'est très high concept, et je trouve que les échanges entre les personnes et les personnages sont peut-être moins intéressants. Ouais. On va en discuter. Je crois qu'il y a beaucoup de discorde autour d'El Hoyo. Mais c'est Lola qui va nous le présenter. Ouais, El Hoyo, donc effectivement, le trou, je pense que ça pouvait pas sortir comme ça en français. Alors, je suis désolée, je l'appellerai GGU, mais c'est Galder Gazelu Urrutia. C'est bien, voilà. je pense. Sorti en 2019. Si tu le dis 3 fois, il apparaît derrière toi. Donc, voilà, un film espagnol. Et j'arrache le pansement direct, il n'est pas sur Flixolé. Ah oui. Dommage. Parce ça aurait que, fait 2 épisodes consécutifs. Pas sur encore, Flixolé, non, mais... pas encore. Bah, j'arrête la sponsor. La plateforma del ciné espagnol. Oui, pourtant. Coïncidence. Et non. Donc avec Ivan Massagué qui joue Goreng, Antonia San Juan qui joue Imoguiri, Zorion Eguileor qui joue Trimagasi. Voilà, je citerai que... Et Tilda Swinton, qui joue la plateforme. Arrête. Qu'est-ce qu'il raconte? On la reconnaît pas. Ah ben moi j'ai reconnu ses mains. Non, il faut savoir que les acteurs et actrices Ivan et Antonia sont connus en Espagne pour des rôles uniquement comiques. Et ça, c'est un parti pris du réal pour créer ce décalage, en fait. Et peut-être que c'est pour ça que ça nous a fait rire à certains moments. Voilà. Le film, donc ça parle du personnage le personnage principal de Goreng, qui est enfermé dans une sorte de prison verticale où il y a 2 prisonniers par niveau, où au centre de chaque cellule, il y a une espèce de dalle, donc la plateforme en lévitation ou flottante, voilà, vous direz ce que vous voudrez, qui va distribuer de la nourriture en partant du niveau 0. Donc ceux du bas mangent ceux que ceux du dessus ont laissé. Ouais, c'est ça. En gros. Je te suis. Voilà. Bon. Dans ceux du bas, Non, c'est bon. C'est comme un ascenseur, quoi. Ouais. Avec de la bouffe. Oui. C'est ça. C'est ça. Un monde charge. Mais ça monte. Mais joué par Tilda Swinton, donc. C'est un passe-plat. Elle ne viendra jamais maintenant que vous l'insultez, là. Je casse le suspense d'emblée. Sur le moment, j'ai vraiment eu l'impression de regarder un film stupide. Je me demandais pourquoi Maxime, tu nous détestes. Non, et j'en suis revenue parce que comme j'ai dû m'intéresser au film pour vous en parler, j'ai appris à l'aimer. Voilà, de manière un peu pathologique, je m'y suis attachée. Le syndrome de Stockholm. Exactement, mon petit caracol. C'est le premier et unique long métrage de GGU, donc je vous avais prévenu, je l'appelle comme ça maintenant. C'est un réalisateur qui a fait beaucoup de pubs et quelques courts, 2 en fait, donc quelques, voilà, c'est vraiment la définition. Ah oui, on en revient, ouais. Ah, voilà. Oui, on l'a déjà démontré en début de podcast. Bientôt pire.
En plein confinement, précisément 3 jours après le début de notre premier confinement en France, il sort la plateforme. Enfin, la plateforme sort sur Netflix. Parce que c'est un film qui a été présenté au Festival international du film de Toronto et qui a remporté quand même le prix du public pour Midnight Madness. C'est un prix, juste pour la petite rêve parce que vous avez écouté tous nos épisodes, mais c'est un prix qu'avait aussi remporté Sean Byrne avec The Loved Ones. Ah. Voilà. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il a obtenu l'accord de streaming mondial avec Netflix. Voilà, c'est pour ça que vous l'avez tous plateforme. vu. Voilà, la plateforme. Et donc c'est pas un film prod, c'est pas une prod Netflix. Non, c'est pas une prod Netflix. Il a été acheté après par Netflix Ouais, en gros. au festival. Ah. Non, c'est Je me important de disais le aussi préciser. c'est trop fauché pour un film fauché de Netflix, tu vois. Non mais c'est vrai, il assume, mais dans le bon sens du terme, il est Ouais, fauché. c'est à peine 2 millions d'euros. Ah ouais, Ouais. c'est Donc, très donc peu. c'est Ouais, vraiment pas effectivement, beaucoup. ouais. T'imagines ce qu'on ferait avec ça? Nous, on ferait un truc. Ouais. Mais... Des vacances. Détournement d'argent, ouais. Oups. Disparu. Merde. Du coup, le message du film, la panna cotta évidemment, mais Qui aussi. est aussi joué par Tilda Swinton. Ah, ça suffit. Ça suffit. Le running gag, j'adore. Mais c'est aussi une critique évidente du capitalisme. Chaque prisonnier aspire à un but personnel précis qu'il n'atteindra probablement pas puisque il risque de mourir avant. Compte faire le monde dans lequel on vit, youpi. Tu travailles comme un fou pour acheter une maison un jour, spoiler alert, tu l'auras pas parce que tu n'auras jamais assez de thunes. Le réal dit que, alors ça c'est intéressant, vous me direz ce que vous en pensez, mais que ce n'est pas une critique sociale, mais une autocritique sociale. C'est-à-dire Étrange précision, car le film Il se considère Il se lui-même place- comme Bah, À oui. quel étage, société lui, à quel Et- étage Non, bien, c'est bizarre parce que le film dit quand même que l'enfer c'est les autres. Tu vois, il y a un peu un Oui. truc en Ouais, mode ouais, ok, bon. Après, peut-être voilà. qu'il se place dans les niveaux un peu hauts. Enfin, je sais pas. Non, parce qu'il dit que en fait chaque personnage représente Oui. des pôles différents de notre conscience. Ouais. Mhm. Hmm. On est tous un peu tous les personnages, tu vois, selon lui. Ah oui. Hmm. Le ça, le surmoi, tout ça. Ça, c'était avant. Mais, C'était le film d'avant. On a dit que Maxime avait des lubies. Oui, Yeah, on est en effectivement. plein dedans là. Mais il n'y a pas de chiropracteur. Ou alors, Non, pas j'ai celui-là, pas bien pas celui-là. regardé. Ouais. C'est les scènes coupées, elles sont dans le DVD. En fait, c'est une plateforme de massage. Pardon Lola, pardon. Continue. Ouais. Non, il y a aussi, il faut noter qu'il y a un désir de ne montrer aucun personnage en héros. Et ça, ça c'est le réel qui le dit, pour ne pas suggérer que le socialisme ou autre système est la solution. Donc le film ne propose pas d'alternative volontairement. Bon, pour moi, c'est plutôt suisse qu'espagnol à ce moment-là, mais bon. Il y a beaucoup de références culturelles dans ce film. Le personnage de Goreng qui lit Don Quichotte, qui est son objet qu'il a amené avec lui. C'est un livre très, très important dans la culture espagnole. Et en fait, Goreng n'est autre que l'incarnation de Don Quichotte, en fait, un idéaliste naïf. Et ça, bon, ça paraissait assez obvious. Et sans faire l'intello, il me semble que le réal s'est aussi inspiré de l'Apocalypse de Jean, avec le nombre de la bête, 666. Je ne sais pas si vous avez fait le Qui est calcul. divisé par 2. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a 2 personnes par étage. Il y a 333 niveaux. Bah oui, ben voilà. Eh, moi, j'avais pas capté. Ah ben voilà, tu en On a apprends. spoilé grave là. Les matheux en PLS. Voilà. Non, effectivement, c'est la dernière, enfin une des dernières scènes du film où on est au niveau 333. Sur le plan esthétique, il y a en effet pas mal de points forts. D'abord, les cellules en béton du film ont été vraiment construites pour le film dans un bâtiment, alors très intéressant, de la Croix-Rouge à Bilbao. Tous les autres niveaux qu'on va voir en plongée ou en contre-plongée dans le film, c'est que de la post-production. Donc Ah bon c'est pareil, c'est bien fait. Enfin, franchement, respect. Mais je savais pas qu'ils avaient construit vraiment les trucs. Si, Deux étages. ils ont construit 2 étages. Ah oui. Et Oui, pas 333, oui. Bah dommage. Hein. ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que le film a été tourné chronologiquement parce que l'acteur, donc Ivan Massaguet, a perdu 12 kilos pendant les 6 semaines de tournage pour montrer justement la dégradation physique de son personnage. Et ça se voit. c'est pas facile. Ah ouais. Bah, c'est pas pratique pour des raisons économiques, techniques, voilà. C'est plutôt une prouesse. Et puis quand DiCaprio il perd du poids pour un film, il a un Oscar, tu vois. Donc, voilà. Ouais, Ivan Massaguet. Il y en a pas eu beaucoup en l'occurrence. ouais, enfin il est nommé dans toutes les catégories, quoi. Voilà, c'est ça.
Tu as tué mon fils. C'était The Revenant, je crois. Oui. Vous l'avez. Thomas vous pitch des films ce soir. Non, il y a aussi, je trouve, une assez belle séquence. Ça, Léo vous en parlera peut-être parce qu'il est frustré, mais dans les cuisines colorées au-dessus, qui contraste avec donc la fosse, comme est appelé le trou. Donc il y a avec une musique assez inquiétante qui va masquer les voix. Enfin, il n'y a pas de voix en fait, les voix des nantis du dessus. Voilà, ça va faire comprendre aux spectateurs que ce qu'ils font, c'est pas juste quoi. Après, moi, j'aime pas trop le concept du cannibalisme de manière générale. C'est rarement bizarre, bien ça. dans les films et jamais bien dans le monde réel, en effet. Voilà. Et non, voilà, c'est un film qui est assez... qui est parfois grotesque et hésitant, mais il a eu j'étais surprise parce qu'il a eu une bonne réception et voilà, il a évidemment été comparé, comme tu le disais, Maxime, à Cube, mais aussi à Louise Buñuel, Pardon, lequel en général. Il a juste été comparé. En général, l'œuvre, d'accord. mais aussi à Beckett avec En attendant Godot, la Divine Comédie. Évidemment. Mais tu sais, tout est toujours comparé à Beckett. Non, mais c'est les programmes de Terminal Nico à deux, L. Non, mais je peux le dire, j'étais en Terminal L. donc. Voilà. À vous. Ah bah d'accord. Déchargez-vous. Ah bah. Non, voilà, je sais pas, j'ai dit beaucoup de choses quand même. Bah ouais, non mais t'as dit plein de trucs. Moi j'aime bien le film. Pardon. Non, mais je commence parce qu'après ils vont rager. Ouais, Non, mais moi j'aime plutôt bien le film. J'étais plutôt surpris dans le bon sens. Et en fait, moi je croyais que c'était une prod Netflix. Donc je suis à nouveau bien surpris, surpris dans le bon sens. Après ce que tu en as dit. Moi, je me suis un peu focalisé sur les aspects formels et scénaristiques du film parce que je m'étais un peu arrêté là-dessus. Je pensais que c'était à peu près tout ce qu'il avait à raconter, et c'est vrai que je me suis pas tellement focalisé sur son discours politique, tout ça. Et en fait, je pense pas que ce soit finalement le plus intéressant parce que c'est un peu... C'est vrai que si on regarde le film que dans ce sens-là, il est un peu bas de plafond, mais encore une fois, il est peut-être moins bas de plafond que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment... moi, je m'attendais à Squid Game, en fait. Enfin, tu vois, je me suis dit, c'est Squid Game et tout ça. En fait, non, c'est un peu plus loin. J'ai pas vu Squid Game, donc... mais en tout cas, j'ai plutôt trouvé que le rythme était admirablement bien mené, dans des décors qui sont d'une tristesse infinie, mais qui sont relativement bien exploités et qui a beaucoup de mises en situation qui sont différentes. Donc ça, c'est un truc qui est, je pense, mais bon, je n'y connais pas grand-chose encore une fois, mais j'ai l'impression que dans les films qui sont en huis clos comme ça, petit budget, high concept, les mises en situation et l'exploitation de l'espace, c'est des enjeux qui sont très importants si on veut pas s'emmerder pendant 1h30. Et je trouve que le film, là, il le fait relativement bien, même assez bien, en faisant varier les niveaux. Les différents colloques du personnage principal dont j'ai oublié, de Don Quichotte, voilà, et en renouvelant les situations et les enjeux au sein des scènes de manière extrêmement rapide. Donc en fait, on n'a pas réellement le temps de s'ennuyer, et finalement, j'ai trouvé que la facture visuelle du film était plutôt cool. Il y a énormément de gore, donc ça on aime bien, notamment sur la fin. Le cannibalisme. Ouais, et puis même au-delà du cannibalisme, qui est abordé en mode full frontal. Enfin, je veux dire, c'est dur. Oui. Il y a 5 minutes de film où on parle pas de cannibalisme, et puis après on parle que de ça. Mais au-delà de ça, il y a des trucs un peu cool, notamment. Tout ce qui se passe avec le premier colloque, qui a un nom, j'ai oublié son nom. Terry Magassi. Ouais, c'est ça. Le vieux monsieur. Avec le ninja 3000, le couteau là. Comment il s'appelle son couteau, voilà, qui raconte son truc avec le couteau et tout. Et puis Samouraï Plus, Samouraï 5000. Ouais. Et un truc qui m'a surpris aussi, mais encore une fois dans le bon sens, c'est je pensais qu'on allait avoir des espèces de backstory merdeuses de tous les persos. Et notamment concernant le personnage principal, et en fait on n'en a pas tellement. Il est venu pour arrêter de fumer, quoi. Et
Et ça fait partie du high concept, je trouve. Ouais, c'est qu'on va pas forcément aller diguer et te balancer des flashbacks de personnages. Oui, mais du coup, dans son économie de moyens, j'ai trouvé que c'était aussi une manière d'économie de propos, peut-être, ou en tout cas d'économie de caractérisation de personnages qui était plutôt bienvenue, parce que, en fait, ça m'aurait... Je sais pas, j'aurais trouvé ça un peu bizarre de construire tout un truc, toute une raison de pourquoi il est venu, de machin et tout ça. Et en fait, le fait qu'il n'ait pas réellement... Il évite cet écueil-là, voilà, le fait qu'il n'ait pas réellement de raison de venir là-dedans et qu'il le vive de manière complètement naïve et candide comme il le vit, bah, finalement, j'ai trouvé que c'était un angle et en tout cas une perspective intéressante. Oui, mais tu sais pourquoi, enfin, moi, je pense qu'il y a ce choix-là, c'est parce que, pour moi, le film repose malheureusement sur un ressort, c'est nous montrer son propos et ensuite qu'on se dise et nous, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Ça m'énerve. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi, ça me saoule. Bah, je comprends que ça puisse plaire. Hein. Tant mieux, le film a vachement marché à tel point qu'il va en faire un 2, figurez-vous. La Netflix a annoncé. Oula. Ouais, qui sera fait par lui. Cette fois, hein. c'est horizontal comme ça. C'est un train. Transpersonnage. C'est ça, mais c'est ça. Voilà, il souffre quand même vachement de la comparaison avec Snowpiercer. Et donc bah, on moi, va pas c'est trop ce que j'ai ressenti en regardant le film beaucoup. Moi, je capte pas trop, j'avoue, le truc de parti pris visuel et esthétique. Pour moi, il y en a pas en fait. Enfin, en fait, créer un high concept, un laboratoire expérimental avec des souris dedans, enfin, en mettant des blocs en béton et une plateforme qui descend sans rien d'autre. Ouais, ok, c'est épuré, ok, c'est sobre, mais en fait, c'est tout. Enfin. Et moi, c'est vraiment mon principal reproche au film, c'est que ça va pas plus loin que ça. En fait, c'est genre un film à concept, mais t'auras rien d'autre, quoi. C'est chaque personnage personnifie une réaction sociale attendue, on va dire, mais il y a rien d'autre, quoi. Et pourquoi pas? Parce que du coup, le message est clair et limpide, et ça, il y a zéro problème. C'est une panna cotta, donc c'est clair et limpide, quoi. Après, en dehors de ça, moi, le message politique, j'ai vraiment du mal. Hein. Ce côté, l'homme est un loup pour l'homme. Regardez, je suis hyper intelligent, je fais une expérience sociale avec plein de gens dans des blocs en béton. Je sais pas. Moi, j'ai vraiment pas accroché avec ce côté-là. Mais tu vois, c'est... Et encore une fois, malheureusement pour le film, il souffre de la comparaison avec d'autres films qui parlent de hiérarchie sociale pyramidale. Et forcément, Snowpiercer, il intervient vite. Et en fait, pour moi, Snowpiercer est 10 fois plus réussi sur 10 fois plus de points que la plateforme, malheureusement. Il y a Tilda Swinton. Il y a Tilda Swinton qui a un vrai rôle. Elle est aussi dedans. Et même dans tous les films, en fait. Dans le transpersonnage, tu as un rapport à la bouffe qui est hyper précis et hyper détaillé aussi. Et, alors moi, Transpersonnage, je me suis un peu fait chier, mais on en a parlé en off avant. On en a parlé en off, ouais. Mais Transpersonnage n'a pas le bon goût de durer qu'1h30, tu vois. Transpersonnage, il s'étire un peu. C'est vrai. Mais ça, c'est personnel. Moi, je dis ça comme si... mais moi, ça me gave un peu, les films peut-être avec concept comme ça. Du coup, j'ai du mal à accrocher de base. Si vous avez envie de voir un film qui parle de hiérarchie sociale de cette façon, en vrai, le film est carré et il propose quand même des points de vue intéressants. Il y a pas de souci. Et même, quand tu parlais du rapport à la bouffe, et moi, ça, c'est mon point de frustration du film, c'est que le truc que je trouvais intéressant dans le film et qui m'a fait tiquer dès le départ, c'est cette cuisine au niveau zéro où la perfection est de mise, chaque plat doit être parfait, etc. Et en fait, à la fin, sur la panna cotta, il y a un cheveu et c'est ça qui les énerve. C'est pas le fait qu'il y ait une panna cotta qui soit remontée. Bah, je sais pas, en fait, je suis un peu déçu, quoi, qu'il n'y ait pas eu plus que ça proposé par le film et par le propos, en fait, quoi. Bah, moi, je trouve que justement, une des forces du film, c'est de ne pas prendre parti. Parce que pour moi, c'est pas du tout un film militant, c'est un film qui fait état d'une situation. Bon, c'est clairement un film qui parle d'argent, parce que la nourriture est clairement une métaphore de ton statut social et de l'argent que tu as. Et je trouve qu'à partir du moment où tu commences à détricoter un petit peu le cheminement de pensée qu'il a eu à partir de ce présupposé, bah, en fin de compte, il te présente plein de situations différentes qui ne sont pas vraiment des positionnements sur le personnage pour moi, mais ne serait-ce que le fait que tu as
les personnes qui décident de signer pour être dans le trou, ils décident de le faire pour des différentes raisons. Et ça peut être effectivement. Moi, il me semblait qu'il l'avait fait parce qu'il voulait un diplôme. Oui, mais visiblement, il y a des personnes qui sont emprisonnées aussi. Il y en a un autre qui le fait parce qu'il est en prison. C'est ça. Donc il a le choix. C'est ça. Il a fait un homicide. Il y en a l'autre, la troisième roommate, c'est celle qui elle a un cancer et elle veut être opérée. Donc en fin de compte, c'est l'argent est juste le moyen de régler en gros tous tes problèmes. Ouais. Et il te montre différents systèmes de fonctionnement effectivement. Donc la première partie du film peut être vue comme le capitalisme complètement assumé où les gens d'en haut juste se servent et plus tu vas en bas plus tu as les miettes jusqu'à des niveaux qui sont presque ignoré en fin de compte parce que même pas connu, au début il te dit qu'il y a environ 200 niveaux et quand ils descendent finalement en bas au bout d'un moment il y a tout le monde qui est mort, il n'y a plus rien, ça devient de plus en plus dark. Moi je trouve qu'il y a aussi un traitement visuel qui est vachement intéressant au niveau de l'étalonnage aussi avec le traitement de la couleur selon les niveaux. Quand tu es en haut tu as des couleurs plus chaudes et tout ça, plus tu descends plus ça devient froid et donc en vrai il propose cette vision du capitalisme complètement débridé qui est une horreur. Ensuite ils essayent en fin de compte de mettre en place un putsch, de faire un système communiste où ils vont par la force prendre le contrôle de cette plateforme et essayer de faire une distribution équitable. Okay, c'est la planification et c'est mais qui marche pas non plus parce qu'au début ils privent les personnes et finalement ils gardent la bouffe pour un endroit où il y a plus personne qui est vivant, donc en fin de compte ça devient plus ou moins absurde et il y a une espèce de désillusion sur le militantisme en fin de compte mais alors moi c'est vraiment mon souci avec le film et Lola le disait tout à l'heure, ce film c'est peut-être la Suisse. Moi ça me gave en fait de voir des films qui veulent pas prendre parti, qui te disent regardez il y a pas de bonne solution, l'homme est un loup pour l'homme, je te présente une vision de l'argent. Moi je suis pas d'accord avec le film en fait quoi. Et c'est ça le truc qui m'a le plus énervé, c'est que je suis vraiment pas d'accord avec le propos. Je le trouve très schématique. Mais c'est quoi ta solution ? Toi, t'aurais dit quoi ? Justement, en fait, c'est que personne peut proposer une solution comme ça. Non, mais c'est surtout que moi, je vais aller dans le sens de Léo. Au-delà de la question de est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, c'est juste pour moi quand tu crées un film qui repose sur une idée avec ce truc-là de plateforme qui descend et il y a une répartition. Donc, c'est-à-dire un système très fini, tu vois. Oui. Pour moi, ta fin doit être une solution à ce système-là, ou alors s'échapper complètement, tout exploser, mais en fait tu peux pas faire ce tour de passe-passe qu'il fait à la fin avec sa panna cotta et son gamin, et franchement on dirait vraiment qu'il se dérobe. Il est timide, parce que moi le seul truc, la seule théorie que j'ai par rapport à la fin, en gros la panna cotta ça marche pas, en fait ça marche pas parce que c'était une façon pour les opprimés de montrer leur humanité. Un peu, alors non, je vais pas faire ça. Là, il y a mon surmoi qui débarque et qui dit non, Camille, ne va pas là. Donc on n'y va pas. Mais par contre, Tilda Swinton, le surmoi. Exactement. Mais là, en fait, la solution qu'il propose, c'est on va faire remonter un enfant pour montrer à l'oppresseur son inhumanité. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et ça, moi, je trouve que c'est quand même une thèse, sauf qu'il n'en parle pas, il la défend pas, alors que mais c'est film dans est le quand même. ça. Oui, voilà, je pense. Et le film est quand même hyper bavard à côté, quoi, tu vois. Moi, c'est le côté moralisateur en fait qui me dérange. Il y a beaucoup de discours, c'est ça, qui ça, utilisent des grands concepts, en fait. le bien, le mal et tout. Moi, ça me dérange pas qu'on soit amoral, mais simplement à ce moment-là, il faut y aller dur, quoi. Complètement. Et là, c'est pas ça. Il y a une espèce enfin je sais pas, toute la tension narrative conduit à savoir quelle thèse va gagner, et en fait il y en a aucune et c'est pas vraiment très intelligent, je trouve, en termes de pensée, tu vois. Il amène en fin de compte à l'idée que si jamais tu décides de faire en gros un choix de retrait de la société, le choix d'ermite, qui est en gros celui que fait plus ou moins Goreng à la fin, parce qu'il pourrait être, il est à son 5e mois, je crois, à la fin, quand il est au 3e étage. Donc, en soi, il pourrait tenir un mois juste à kiffer et ensuite sortir. Mais donc, il décide parce que par contestation de se sacrifier, en pensant qu'en laissant un message, ça va faire changer la structure de cette société, et il arrive au constat que ça ne fonctionne pas. Et ça échoue, en fin de compte. Et d'ailleurs, on peut aussi voir la chose selon laquelle, en fin de compte, avec l'enfant, il a juste complètement imaginé. Oui, il est arrivé à la fin, il s'est fait poignarder, clair, il était en train de mourir, et il s'est dit que sa mort n'était pas inutile. Tu vois, ce message, et je suis désolé, je vais être chiant, parce que je vais encore parler du transpersonnage, parce que je trouve que ces films ont beaucoup en commun, et notamment sur le propos politique. Ça n'a rien à voir, c'est un train, le transpersonnage. J'ai rien compris. C'est horizontal, c'est vertical, Léo. Rien à voir. C'est pas la même dimension, il n'y a pas le même nombre d'étages.
le transpersonnage, la révolution est planifiée et prévue par les dirigeants. On sait que ça va arriver. Et la seule solution, c'est de tout faire péter, en fait. Et moi, je suis beaucoup plus d'accord avec ces messages qu'avec le message de la plateforme, en fait, quoi, qui est très, très mou, en fait, je trouve. C'est ça. Et ce qui est assez rigolo, juste, je me permets de rajouter, c'est que apparemment, GGU, là, c'est quand même un filon, parce que donc, la plateforme est en tournage, là, actuellement. Mais il a aussi fait, en 2023, un film qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Rich Flu, qui raconte l'histoire d'une fièvre qui ne touche que les ultra-riches. Et il y a Macaulay Culkin. Donc j'ai l'impression qu'on est quand même sur une légère, voilà, un peu un filon, quoi. Oui, non, mais le film a un peu ce côté, effectivement, gros sabot, tu vois. Mais ce qu'il a, parce que là, encore une fois, Léo ne peut s'empêcher de le comparer avec le transperce-neige. Non, mais c'est un peu comme si, tu vois, si on comparait, je sais pas moi. Suspiria. Non, mais n'importe quel random film à 2 millions avec un Star Wars, tu vois ce que je veux dire. Enfin, le problème est le. Enfin, mais non, mais je veux dire, dans Bonne Juno, dans le transpersonnage, tu as quand même Bon Juno qui est aux manettes, tu as un casting de malade avec Chris Evans, et donc il se permet effectivement des choses qui sortent un petit peu d'un cadre très très convenu, qui est celui du film, du simple film high concept. La plateforme reste un film, tu vois, un peu high concept. Oui. On le disait au début, qui peut se rapprocher, moi je le trouve beaucoup plus comparable à Cube, de Vincenzo Natali, qui est quand même pas le premier pour faire des films messages politiques, gros sabots aussi, et je le trouve à peu près autant, voire plus réussi qu'un Cube. Je suis pas d'accord, mais tellement pas. Bah, à Cube, il n'y a pas de message en fait. Tu vois, ouais, mais les personnages ont des choses à dire et une vraie présence. Pour le coup, je trouve que les jeux des acteurs et les interactions. Moi, par exemple, le personnage, effectivement, son premier roommate, dont je me souviens pas, Trimagassi, je trouve qu'il joue super bien. Oui, je trouve que la dynamique qu'il y a entre les deux et leur rapport où ils deviennent potes et après ça se twiste complètement. Il l'attache et lui fait désolé, mais bon, c'est la vie. Ouais, et puis même son discours sur le téléachat, la manière dont il a acquis le couteau, tout ça. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a un peu plus de il y a un peu plus de trucs auxquels s'accrocher dans la plateforme que dans Cube, parce que encore une fois, je pense que de mon point de vue, la juste comparaison, elle se fait plutôt avec Cube, d'un point de vue de scope du film, tu vois, et de ce qu'il veut faire, tu vois. Ouais, je pense et après, pardon, et après et après ça reste un film à concept. Donc en fait, je pense pas que ce soit on l'a vu, on a parlé de films à concept qui étaient plus ou moins réussis. Le dernier dont on a parlé, qui se passait au Danemark, dans les travaux du Exit, était hyper réussi. Pourquoi il était hyper réussi ? Parce qu'il s'ancrait complètement dans le réel et que tu avais toute une première partie du film qui était en fait un truc, une enquête journalistique. Là, t'as pas tout ça et t'es purement dans un truc qui est complètement hors sol, qui n'existe pas dès le début. T'as aucune scène où t'es en dehors de ce truc-là. Et donc, je trouve que c'est compliqué de délivrer un message intelligent. Et tu le disais, tu le disais en off. Il y a d'autres choses. Moi, j'ai vu la série Silo récemment, par exemple, qui parle de ça. De manière bof, mais plus convaincante, en tout cas, je trouve, que la plateforme. Donc, je pense que c'est un vrai parti pris de sa part, où il a décidé de prendre une approche de maïotique, où il s'est dit, genre, je vais pas donner de message, je vais juste donner des pistes de réflexion à mon audience pour qu'elle réfléchisse et qu'elle essaye de trouver des solutions. Ce qu'on peut quand même noter, c'est que c'est quand même un film qui a connu un grand succès sur Netflix au moment du confinement. Et ce qui est drôle, c'est que justement, on était tous dans la situation de la plateforme, ceux qui étaient en couple, en coloc ou même seuls, face à leur miroir. Et je trouve très drôle de voir à quel point les gens se sont identifiés à ce film, manifestement. Ouais, non, mais ça crée quelque chose. Léo, non, mais je tiens à te rappeler quand même. Je suis colère là, ça y est. Ouais, mais pour apaiser tes ardeurs, avec lesquelles nous sommes évidemment d'accord la plupart du temps, mais je tiens à te rappeler. Je tiens à te rappeler, j'ai le doigt en l'air, 30 jours de nuit, d'accord ? Oui. Non, mais on pourra dire ce qu'on veut, parce que tu peux faire le grand défenseur des idéaux, mais 30 jours de nuit. Il y a une jurisprudence. 30 jours de jurisprudence, au moins. La jurisprudence Doudou Nuniclo. Non, mais tu vois le propos politique de 30 jours de nuit. Eh bien, je pense qu'on a fait
Le tour de la plateforme. Le tour du trou, le tour de la plateforme. Je sais pas comment vous voulez que je... Vivement. C'est long, ça. Cessons de tourner autour du pot. Vivement le 2. Dans lequel il y aura probablement Tilda Swinton, effectivement. Et je ne pourrai probablement plus jamais manger de panna cotta sans penser à elle dorénavant. Transition toute trouvée pour le dernier film de ce soir, qui est le film que j'ai choisi. Voilà. J'ai dit que c'était le film que j'avais choisi, mais non, ce n'est pas vrai, c'est le film que Maxime a choisi. Pourquoi, Maxime, ce choix ? Alors, Men and Chicken, c'est un film que j'aime énormément. Trop, peut-être, pour le dire ouvertement comme ça. C'est probablement un des films les plus dérangeants que j'ai jamais vu. Ce qui est d'autant plus perturbant que c'est ma mère qui me l'a recommandé. Ah oui. Intéressant. Camille a tout noté sur son petit carnet. Intéressant, oui. Et c'est un film dont peu de gens ont entendu parler. J'ai fait beaucoup de pubs, mais je continue à le faire parce que c'est un film qu'il faut vraiment voir. C'est un film complètement absurde et j'adore. Je trouve qu'il y a tellement de trouvailles humoristiques incroyables. Et j'ai hésité à le mettre pour ça parce que pour moi, c'est vraiment un film extrêmement drôle. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes à qui j'ai recommandé. J'ai dit, il faut que tu le vois, c'est génial, tu vas mourir de rire. Et ils m'ont regardé après l'avoir vu en me disant, mais tu es malade, tu as des gros maladies. Ce n'est pas drôle du tout, à aucun moment. Mais voilà, pour moi, c'est un film merveilleux. Eh bien oui, donc Men and Chicken. Hold kæft! Han har fået det fuldstændig forkerte ben ud af sengen. Der sker nogle forandringer nu. Vi må begynde at kommunikere med hinanden. Kommunikere med hinanden? Ja. Hvad fanden mener du? Og så skal vi også stoppe med at sove sammen. Nej, nu stopper det. Hvad nu, hvis der ikke er nogen, der gider være sammen med os? Den var god. Der er da et ganske udmærket udvalg. Kom, nu kommer der ind. Han afsætter. Hvad var det? Det var bare en kanin. Der var et kraftstejle med en stor kanin. Men and Chicken. Men and Chicken, c'est le 4e long métrage du réalisateur danois Anders Thomas Jensen. Sorti en 2015, il succède à Lumière dansante, Les Bouchers verts et Adam's Apples, qui n'a pas été traduit en français, Les pommes d'Adam. Affiche partagée par l'inénarrable Mads Mikkelsen dans le rôle d'Elias et David Dencik, que je ne connaissais pas, dans le rôle de Gabriel. On retrouve aussi Nikolai, je ne sais pas comment on dit, Likas et Nicolas Bro et Søren Malling. Men and Chicken, c'est l'histoire on ne peut plus classique de deux frères inadaptés socialement, l'un plutôt bas du front et masturbateur compulsif, l'autre philosophe et régurgitateur cyclique. Le classique binôme. Elias et Gabriel, respectivement, qui ne semblent plus partager grand-chose si ce n'est une fente labiale et des bizarreries comportementales, apprennent au décès de leur supposé père qu'ils sont en réalité les enfants d'un certain docteur Thanatos. Bon, red flag. Savant fou, vivant reclus dans un ancien asile psychiatrique sur l'île d'Orc, où il y a 42 habitants. Deuxième red flag. Sur les traces de leurs origines, ils découvriront qu'ils ne sont pas deux, mais 5 frères, ou plutôt demi-frères, tous porteurs de dysmorphie faciale et de comportements sociaux inadaptés. Il y a l'affectueux et obéissant Grégor. Il y a Joseph aussi, qui est obsédé par le fromage. Il y a Franz, qui est autoritaire et violent, lui qui tabasse tout obstacle se dressant sur son passage, à coups d'animal empaillé. Joué par Tilda Swinton. Oui, tous les animaux empaillés sont... Ouais. Mais quelle actrice ouais, c'est incroyable. Mais la bizarrerie ne s'arrête pas là. Toutes les mères de nos frères, faut suivre un peu là quand même, hein, sont mortes en couche. Gabriel, le rusé, en quête de réponse, mène l'enquête
et finira par explorer la cave interdite de la maison pour y découvrir l'infâme vérité. Et là, je spoil, bouchez vos oreilles. Tous sont le fruit d'une hybridation entre l'humain et l'animal. Alors, pas des trucs de dingue un peu cool, hein. Genre un lion ou un truc comme ça. Ouais. Non, le récit animal, c'est pas ça. Spider-Man. Le docteur Thanatos a pris tout ce qu'il avait sous la main et qui était pratique. Une chouette, un taureau, une souris, une poule. Alors, mais qu'est-ce qu'on voit quand on regarde Men and Chicken ? Parce que c'est quand même le titre appelle quand même un certain nombre de questions. Eh bien, je dirais que c'est avant tout une comédie noire qui est faite de situations burlesques ou loufoques. Alors, il y a des débats enflammés entre les 5 frères sur l'interprétation de textes bibliques ou philosophiques. On les voit qui découvrent la pensée critique et l'organisation sociale depuis qu'il y a eu l'irruption de 2 intrus venus du monde extérieur à l'intérieur de leur univers clos, leur cloaque, fait de bagarres, parties de badminton endiablées et de bedtime story où ils vont tous se coucher après s'être foutus sur la tronche. Ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est mignon. On notera également une avalanche de gags un peu clownesques, Looney Tunesque, tu le disais, fait de coups de marmite ou de coups d'animaux empaillés. Et puis on s'évanouit et on se réveille, on n'est pas mort, on n'est pas paraplégique. Men and Chicken, c'est aussi une variation autour du mythe de la créature de Frankenstein. À l'image du tout récent Pauvre créature, à une différence près, l'absence quasi totale de femmes, si ce n'est les désinterventions fugaces, toujours faites de pertinence et de bon sens, incarnation du monde rationnel et civilisé, un choix que j'interroge un peu. Alors, y a-t-il une morale ou une conclusion qu'on peut retenir de Men and Chicken ? Eh bien, je pense que, comme le disait le docteur Thanatos, quand on réussit pas, on accepte l'échec, on recommence et on fera mieux la prochaine fois. Voilà. Bon, moi, j'ai bien aimé Men and Chicken. C'est vraiment... Enfin, je sais pas, c'est drôle, quoi. C'est vrai qu'il y a énormément d'aspects du film qui peuvent paraître un peu dérangeants. Il y a même des choix de registres d'humour qui peuvent paraître parfois un peu problématiques. Je crois qu'il y a des blagues un peu, un peu zoophiles de temps en temps, tout ça. Problématique. Non, mais tu vois, qui pourraient être considérées comme problématiques, ce qui fait que ça va loin, quoi. Voilà, ce qui fait que je pense que le film a probablement dû avoir du mal à remporter l'unanimité du public, en tout cas, parce que il est possible que ça mette mal à l'aise certaines personnes. Ils ont eu la SPA danoise au cul. Ah oui, c'est toi qui disais ça tout à l'heure. Là, ouais. Mais c'est vrai. Mais pas que. Mads Mikkelsen a dit qu'il avait essayé, pour la communication, quand ils ont essayé de lancer le film aux États-Unis, ils se sont pris une tollée. C'est aux États-Unis qu'ils se sont pris le tollé, du coup. Ils se sont pas pris que la SPA, ils se sont pris genre la protection de la protection de l'enfance. Tout le monde. Tout le monde. Mais il n'y a pas d'enfants dans le film en plus. Bah si, à la garderie. Ah oui, mais c'est une scène anecdotique du film. En plus, le gosse, c'est lui qui a cherché, il fait un doigt d'honneur. Voilà. On dira ça à la police. Les enfants, la vieille personne. Il a 4 ans, Léo. Il a bien cherché. mais c'est vrai que le film est relativement, je sais pas, hilarant, quoi. Et alors là où il rentre par la porte du film d'horreur, c'est qu'en fait il emprunte beaucoup de codes du cinéma horrifique dans la manière dont il mène son intrigue. Il y a notamment tout le mystère autour de la cave, de la pièce interdite qu'on essaye dans laquelle on essaye de rentrer. Il y a tout le mystère concernant leurs origines. Et puis, je sais pas, pendant que je le regardais, j'avais l'impression, mais je pense que c'est parce que j'ai pas vu les autres films de réalisateurs, mais j'avais l'impression qu'à un moment donné, il y avait un truc qui allait mal se passer. Tu vois, j'avais une espèce d'urgence, d'alarme permanente qui s'allumait. C'est normal, hein, ils se foutent des coups de marmite dans la gueule, ils vont dans des garderies, péter la gueule à des gosses. Mais dès le début du film, tu vois un type se faire renverser par une bagnole et il a même pas un bobo, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc tu comprends qu'en fait, il y aura pas de gore. Et qu'il y aura pas de qu'il y aura pas de drame en fait, tu vois. Parce que du gore, il y en a en fait. Autre que celui qui est le mystère autour de leur origine et tout ça, mais qu'il n'y aura pas d'autre drame, qu'il n'y aura pas de drama. Mais parce qu'il y a un chiropracteur aussi.
Ou une chiropractrice. C'est vrai. C'est vrai. Chant, qui passe à chaque fois qu'il y a rien. Non, mais il y a une scène où elle lui tire le dos en arrière. Il y a une scène de manipulation. Moi, je me suis dit, tu vois, moi au début, je me disais merde, il est paraplégique. Et voilà. Et en fait, non, pas du tout. En fait, il a une vilaine sciatique, une vilaine hernie discale. Et voilà. Et donc, en fait, le film joue avec ça en permanence, avec cette espèce d'ambiguïté. Et donc, c'est pour ça, je pense que il peut être au moins apparenté à un film d'horreur, parce que au-delà des thématiques qu'il aborde, hein, j'entends, mais du point de vue de la forme. Et puis il y a un truc qu'il faut quand même saluer, c'est c'est toujours, c'est jamais le truc que j'aime mettre en avant en premier lieu quand on parle d'un film, mais il y a quand même la performance des acteurs qui est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, là, le film repose sur cette espèce de groupe de gars et ils sont tous relativement impeccables et ils arrivent tous à, quand on repense au film après avoir vu la fin, ils arrivent tous en fait à avoir un petit trait de caractère qui se rapproche de l'animal avec lequel ils ont été croisés à la naissance, enfin avant la naissance. À combien de pourcents, c'est ça la question. À combien de pourcents, c'est ça la question. Et c'est relativement subtil parce que le fait que je le disais juste avant, j'ai oublié son nom, mais que Grégor soit croisé avec un labrador, c'est pas hyper évident. Mais en fait, quand tu regardes le film après, tu dis ah oui, ok, là il a des comportements un peu canins. Joseph avec la souris, il aime le fromage. C'est génial. Et ça, à la limite, c'est tu vois, c'est un peu obvious, tu vois. Mais je trouve qu'avec les autres, c'est moins évident et c'est vraiment chouette. Le fait que Gabriel régurgite et qu'il ait été croisé avec un oiseau et en l'occurrence une chouette, c'est assez subtil. Ces scènes où il régurgite en ayant des conversations, voilà. C'est génial. Donc le film est, en fait, quand on le subit, quand on le regarde, peut-être un peu dérangeant, mais quand on y repense, relativement drôle et hilarant en fait. Et il y a plein de scènes, dont on se rappelle et dont on a parlé un peu en off juste avant. Quand on les revoit, quand on en évoque le souvenir, en fait, c'est super drôle. Et il y a une forme, effectivement, d'engagement total du réalisateur sur les gags et sur les blagues qu'il va faire. Il n'y a aucune peur, il n'y a aucune... il n'y a pas de pincette à aucun moment. Il va au bout des scènes. Et voilà. Et il en fait un objet qui est quand même relativement unique. Complètement. Il fait vraiment preuve d'inventivité dans le sens où, les gags, c'est comme on l'a dit, il y a quelque chose de très cartoon et pourtant tu t'y attends jamais. Tu sais jamais où est-ce que ça va arriver. Tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas d'où. Il y a presque un truc un peu à la. Tu sais, moi, quand je regardais certains cartoons ou certains Tex Avery notamment, que je trouvais toujours un peu inquiétants. Tu sais, quand tu regardes ces trucs-là, ça fait un peu peur, ça te met un peu mal à l'aise. Et je trouve que le film arrive à reproduire ça, en fait, à certains moments. Quand ils se mettent des coups sur la gueule avec leur nez déformé, machin et tout, tu vois, t'es un peu comme le cow-boy là, dans Tex Avery qui fait un peu peur. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui est objectivement voulu et réussi. Quand il repense, il y a des scènes qui... Enfin, vraiment, les scènes introductives du film, quand ils arrivent dans la maison de leur demi-frère, là... Moi, j'étais mort de rire. Il arrive, il reste dans la voiture, du coup, t'as la caméra qui est très loin et tu vois la scène, genre, sans trop de bruit, juste avec quelqu'un qui ne réagit pas face à son frère qui se fait taper avec une marmite. Il lui jette à la gueule. Et en vrai, il pourrait mourir, quoi, mais c'est trop drôle. C'est vraiment très marrant, quoi. Oui, mais en même temps, moi, je trouve que tu ris beaucoup. Et en même temps, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça met mal à l'aise et c'est un truc qui travaille à l'intérieur aussi. Enfin, on se sent presque gêné de rire. Enfin, moi, ça, j'aime beaucoup. Parce que ça questionne notre place en permanence. Moi, j'ai vu un lien avec Les Idiots de Lars von Trier qui fait partie pour moi, des top 3 de mes films préférés, je pense. Qui vraiment joue aussi sur ce truc de... En fait, une situation peut être très drôle et puis d'un seul coup, quand elle est mise face... à l'extérieur, au jugement normé, d'un seul coup, ça devient
terrible, violent et presque triste. Et c'est là où les acteurs sont absolument incroyables parce que Mads Mikkelsen, il y a notamment des moments où il parle, évidemment, il joue l'idiot, il joue en tout cas un personnage qui est complètement immature et un peu demeuré, quoi. Et qui est croisé avec un taureau. Hein. Oui, voilà. Qui a une seule obsession en tête. Et qui en même temps est dans une recherche permanente du lien avec son frère. Ouais. Et c'est un peu touchant. Son frère lui refuse. Et là, d'un seul coup, il a les yeux qui s'embuent. Et moi, je suis pas... J'ai un cœur de pierre. Mais là, je dois dire que je trouve que ça fonctionne quand même hyper bien. Et ça, c'est très fort d'arriver à faire... cette bascule d'un registre à un autre et aussi avec l'horreur évidemment parce que c'est vrai que le genre un peu comédie horrifique on en a vu quelques-uns moi c'est souvent des genres que j'aime pas trop parce que je trouve qu'ils sont très marqués, connotés et tout et là en fait t'aimes pas le gars sur les chiottes là que j'ai présenté. Holy shit. C'est le moment où je dois avouer les choses. C'est pas mon préféré que t'as présenté. Mais non, je dois dire que Men and Chicken, vraiment très, très, très grande réussite. Ça parle de plein de trucs, effectivement, Pork Creatures, à fond. Mais, très, très bien. Mais je le disais là quand j'en parlais, ce choix de ne faire apparaître quasiment aucune femme à l'écran, est-ce que vous avez... Parce que moi, j'ai essayé de comprendre. Je me dis, alors peut-être qu'il veut explorer le truc de la fratrie, de machin. Et donc... Mais en fait, j'y voyais pas de raison évidente. Est-ce que vous y avez vu quelque chose ou est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Moi, j'en ai pas. Moi, grosse féminazie que je suis, ça m'a pas du tout choquée. Je sais pas. Je m'étais pas posé la question, tu vois. Donc, ah ouais ? Ça m'a pas dérangé. Non, c'est ça. Et en fait, les personnages sont tellement... Et parce qu'ils sont pas vraiment genrés, ils sont genrés et en même temps ils sont au-delà. C'est pas juste des hommes, quoi. Il y a un truc, c'est vraiment, c'est des enfants. Enfin, moi, tu vois, j'avais même pas pensé avant que tu parles de ça dans ton intro là, mais. Ça fait partie de leurs conditions. Et puis je pense qu'ils pourraient même pas être en relation avec des femmes parce que, vu comment ils en parlent, il faut qu'on ramène des filles, des filles qui sont ils vont à la maison de retraite. Là, mais la maison, c'est pas le problème en fait. Il y a d'autres choses. Il y a notamment les 50 poules avec lesquelles ils font des choses potentiellement. Ah ben c'est pas peut-être. C'est pour s'entraîner. Non mais je laisse un peu. C'est en attendant que les filles arrivent, c'est pour se préparer. Après, il y a quand même la scène de la maison de retraite. Ah oui. Pareil, où moi, en voyant arriver le truc, je suis en mode. Ils sont germophobes. Ah pardon. Non, mais cette scène de la maison de retraite, moi je serrais les fesses, j'étais en mode oh là là. Et en fait, il y a plusieurs fois dans le film où j'étais en mode ça va être gênant, j'espère que ça va pas être cringe justement. Où est-ce que tu veux nous emmener, réel, tu vois et en fait, à chaque fois, c'est désamorcé et cette scène de la maison de retraite, c'est un gag en fait. Enfin, ça devient un gag et c'est hilarant. Mais moi je le trouve pas, je le trouve maladroit à aucun moment en fait. Oui, c'est alors qu'il va vers des trucs, t'es en mode non, il va pas. Et en fait non. Et c'est vrai que sur le côté horrifique, on n'a pas parlé des décors, mais c'est une maison hantée le truc et en fait le film a été tourné à 1 heure de Berlin. À peu près dans des bâtiments désaffectés et dont il y a 64 bâtiments différents pour le tournage. C'est vrai. Donc c'est vraiment donc chaque pièce c'est un bâtiment différent. C'est hyper impressionnant. Et moi ce qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'en fait le réal parle des prothèses de lèvres il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est vraiment tout en effet réel. Et en fait, elles étaient hyper lourdes. Elles étaient rattachées avec un fil aux dents des acteurs. Et les acteurs devaient prendre des pauses toutes les 30 minutes parce que c'était insupportable et que parfois, elles éclataient pendant une prise. Et ça m'a fait beaucoup rire. Mais je pense que en garder une. C'est ça qui leur donne, en tout cas à Mads Mikkelsen, son phrasé un peu particulier, quoi. Ouais. On a l'impression qu'il a un accent un peu. Oui. Enfin, je sais pas, je parle pas danois, mais accent du Nord sans doute. Et même Soren Malling qui joue Franz, le plus autoritaire là. Moi, je l'avais vu dans Borgen avant. Il a transformé son visage et sa diction. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Presque sans aussi doute bien les que Tilda prothèses. Swinton. J'arrive même plus à le dire. Mais lui, il est exceptionnel. Ouais. Toutes les situations, toutes les scènes dans lesquelles il tape sur des trucs ou des gens, avec des animaux empaillés. Quand il va dans la garderie, et quoi que t'as un plan, enfin pas d'écoute, mais genre d'insert, sur le renard, t'es en mode ça va mal finir. Mais oui, c'est ça, parce qu'il y a le directeur qui explique pourquoi il peut pas le reprendre. Il se lève doucement, il va derrière lui, il attrape l'animal empaillé. Et puis il va fermer les volets.
Non, Et c'est bon. terriblement drôle. Ouais, c'est hyper marrant, mais effectivement, je trouve que, comme le disait Camille, c'est vrai que c'est un point important. Il arrive quand même à développer un truc un peu dramatique et un peu touchant. Ouais, c'est hyper quand touchant. on découvre le mystère autour de leurs origines, on est un peu évidemment choqué. Et... Bon, moi, je l'avais un peu vu venir. Je crois que c'est volontaire parce que c'est vrai que c'est pas. Enfin, je vois jamais rien venir dans les films. Ouais, dans Malignante. Dans James Bond, je sais à peine qui est le méchant, même si tu vois. Enfin, Et bah c'est Matt Mikkelsen justement. C'est ça qui est fou parce Cet que homme avec un œil en moins me paraît étrange. C'est ça. Et là, je me sentais un peu malin parce que je me suis dit ouais, je crois que j'ai compris de quoi ça parlait. Et puis quand j'ai raconté ça à mes camarades autour de la table, eh bien ils m'ont dit que j'étais un gros naze parce qu'évidemment c'était fait pour. Mais du coup, je pense que c'est voulu, donc il n'y a pas énormément de mystère autour de ce mystère, mais néanmoins il y a quand même au moment où on découvre le poteau rose, il y a quand même un peu saisi, t'es quand même un peu attrapé au cœur. Mais c'est ça qui est très intelligent, je trouve, c'est de montrer non seulement, enfin, ce sont des gens horribles qui dégoûtent un petit peu, qui sont très violents les uns avec les autres, et en même temps, c'est vrai qu'il y a des moments de tendresse extrême où ils vont raconter leurs petites histoires avant d'aller se coucher. Quand ils ouvrent la couette pour qu'ils viennent se mettre au lit pour écouter l'histoire du soir, c'est trop mignon. Dans leur petit pyjama comme ça. Là. Et puis ils se disent après, bon, on va arrêter arrêter d'être avec eux à ce moment-là. Il faut qu'on arrête de. non. Il faut qu'on arrête de le faire parce que sinon personne va venir. Ouais. Ces filles, elles vont pas venir à la maison. Non, mais c'est vrai que c'est mignon, cette candeur. Mais c'est ouf, j'ai vu ça une semaine après Pauvre créature, tu vois. Enfin, il y a quand même, tu vois, une espèce de... Sur l'expérimentation, et la condition aussi, sur comment tu nais et quelle hérédité tu as de ce qu'on te transmet et tout. Quoi. Le film est cool aussi là-dessus. Et puis, il y a ce truc, encore une fois, et c'est là que probablement... j'ai oublié son nom, le Auréal Thomas Jensen. Il se rapproche un peu d'un. Alors, j'ai pas vu ses autres films, encore une fois, je vais les regarder parce que. Mais il se rapproche un peu d'un Lanthimos en fait. Tu vois, il y a un peu ce côté. Un peu, ouais. Alors, un peu plus. Il met un peu plus de drama, c'est un peu plus. Il est un petit peu plus proche des gens qui regardent, mais il y a un peu ce côté, tu vois. Je sais pas, où il met les gens dans un cloaque un peu, tu vois, un peu en vase clos, tu vois, et il regarde un peu ce que ça donne. Il y a un peu ça dans Canine, de Lanthimos, et donc j'ai trouvé ça hyper marrant de voir Pauvre créature, une semaine après de voir ce film-là qui est sorti il y a presque 10 ans maintenant. Et dont on n'a pas trop entendu parler. Dont on n'a jamais entendu parler. Dont on n'a jamais entendu parler, alors que. Il y a quand même Mads, quoi. Ouais, il y a quand même Mads Mikkelsen. C'est pas n'importe qui. Mads, on lui fait jouer un sacré rôle, hein, quand même. Ouais. Là, l'extrême beau gosse a disparu. Mais ça a l'air d'être un truc qui revient, parce que Mads Mikkelsen a joué, je crois, 4 fois ou 3 fois avec le Réal. Pas forcément, je crois, sur des films qu'il a réalisés, mais il a beaucoup écrit, plus qu'il a réalisé. Et il le met toujours dans des rôles qui sont vraiment pas sexy. C'est le Boucher vert que je vous recommande si jamais vous l'avez pas vu, qui est peut-être son autre film qu'il a un peu exporté en dehors du Danemark, dans lequel Mads Mikkelsen joue un boucher cannibale. Ça revient. En mode délicatesse. Un peu, mais ouais, je vous le recommande. Mais pareil, il est pas sexy du tout. Hein. C'est des petites coupes au bol. Il est en espèce de blouson, enfin pas blouson, comment ça s'appelle, une combinaison de boucher vert, comme ça, dans un espèce de petit endroit, dans une petite boutique, dans une ville paumée. Ah ouais. Voilà. Bah ouais, non mais je vais regarder. On va aller voir. On va aller voir. Mais ce type est, je crois que c'est son 5e ou 6e. Enfin, il a fait 5 ou 6 longs métrages et il est assez jeune, je crois. Hein. Il a 45 ans, quelque chose comme ça. Enfin, il est voilà. Donc, on espère. Je serai attentif à son actualité et si on peut voir ces films au cinéma en France. Chaud, ouais. Complètement chaud. Relativement chaud, non? La chaleur est là, Léo. Ouais, la chaleur est présente, effectivement. 51 ans. Ouais. 51 ans. Eh ben, tu vois. Il ne les fait pas. Non. Ça c'est la forme des Danois. Alors, vraiment, on est le pire podcast géopolitique. Il faut beaucoup de vélo. Fixolé et le Danemark. Non, merci, quoi. Ouais, il est croisé à 15% avec une tortue, c'est pour ça que... C'est ça. Il ne vieillit pas.
Eh ben, écoutez, on a fait le tour des films de ce soir. Vous avez Je pense qu'on veut... pas d'autres take, hot take, Léo. Non, mais pas d'autres take sur le film. non, ça y est là. Non, c'est bon. Non. Moi, je voulais dire un petit mot sur l'échelle de Jacob, du coup. Ah, oui. Alors Lola va nous donner son avis sur l'échelle de Jacob. Mais en vrai, t'avais bien aimé, toi? J'ai bien aimé. L'échelle de Jacob, ouais. T'as pleuré ou pas à la fin? Un peu. Non, j'ai pas une petite larme. Tant pis. Rien du tout. Tant pis. Mais merci beaucoup à Maxime, surtout de cette sélection. Merci Ouais, beaucoup merci à Maxime pour Maxime, cette sélection. Un Ouais. petit applause. Ouais. Hein. Applause. Merci à vous de m'avoir invité, c'était très chouette. Mais on ne se quitte pas tout de suite. Avant de se quitter, on va se raconter ce qu'on a fait dimanche dernier ou le dimanche d'avant, puisqu'il y a 2 dimanches entre chaque épisode. Alors, moi j'hésite parce que j'ai une vie trépidante en ce moment, surtout mes dimanches. Écoutez, il y a 2 dimanches, je suis allée voir Solwax en concert. Ah. Vraiment fantastique. Il faut écouter Solwax, c'est vraiment très bien. Et le week-end dernier, on a fait les 2 dimanches. J'étais à la montagne. Oui, c'est Alors, vrai. je ne dis pas au ski parce que je déteste le ski, mais à la montagne, il faisait beau, il n'y avait pas trop de neige. J'étais la seule heureuse de cette situation. Voilà, mais c'est quand même très beau la montagne. Ouais. C'était La quelle montagne, montagne ça vous gagne. Quelle montagne C'est en ça. particulier? Les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes. Cool. Voilà. Si ça dit quelque chose. Si elle avait dit le Jura, t'aurais dit non, nul quoi. C'est ça, il y a un ranking. J'ai un ranking, ouais. J'ai un top tier des montagnes françaises. Oui, mais ne le dis pas, tu vas nous faire détester par toutes les personnes habitant à la montagne. Non. Lola. Ouais, non, moi, dimanche dernier, j'ai découvert l'histoire fascinante d'une personnalité déchue de la culture française, à savoir Pierre de Coubertin. Ah Participer, Quoi c'est l'essentiel. Je croyais que t'allais dire Stéphane Bern. L'essentiel, c'est de participer. Oui, ça. c'est vrai. Non, j'ai travaillé sur un documentaire avec Stéphane Bern à propos de. Ah oui, on fait les imitations aussi à la fin. Si vous avez. Si Oui, quelqu'un en sait faire toilette, Johnny Hallyday, On va se c'est faire le moment. attaquer en diffamation, ça va être rapide. Non, un documentaire sur Pierre de Coubertin et j'étais à Lausanne, en Suisse. C'est pour ça que j'ai fait ma petite blague sur les Suisses tout à l'heure, je me suis permis. Oui, parce que tu les connais bien du coup maintenant. Maintenant, je les connais super bien. Passé 3 jours là-bas. Et du coup, voilà, Pierre de Coubertin, un petit misogyne moustachu, sympathisant d'Adolf Hitler. Ah Ah bon bah nice. Ah bon Bah, on est bien là. Voilà, C'est pas lui qui a dit l'important c'est de participer. Si, c'est lui. En fait, l'important c'est de collaborer. C'est ça qu'il nous disait. Ah bah les JO de 36, je vous invite à, Ah, il a bien Ouais, collaboré, lui, regarder. ouais. Ah ouais, ok. Bah, il dit que non, mais. Donc ta reco c'est un collabo. Et bien, Je préfère les potirons. c'est de mieux en mieux. Hein. Alors là, Léo. Oh non, j'ai fait des courses, c'était nul. Voilà. Alors, dans et quel en plus, supermarché en plus, figurez-vous que j'avais oublié le café. Oh là. Et j'avais plus de Eh. café. Alors ça c'est Et l'histoire de ma vie. Je m'étais dit, en revenant des courses, je pourrais me faire un café parce que j'avais plus de café. Et je suis revenu des courses, j'étais en mode, mais quel idiot, j'ai oublié le café. Et bah ça c'est Du coup, l'histoire j'ai de ma fait vie. un Tous les dimanches deuxième run, j'oublie ouais. le café Ah, c'est et horrible. lundi il n'y a pas de café. Bah, et voilà, bah, tout va bien maintenant, j'ai du café, donc c'est cool. Donc tu vas dans les supermarchés Très le bien. dimanche. Le droit du Et travail, bah, c'est. alors, figure-toi que je travaillais Je samedi plaisante. et lundi aussi. Donc Attends, c'était mais mon quand seul tu jour de rentres dans course. le casque de D'accord, l'horreur du dimanche, t'as intérêt à être blanc comme neige. Ah mon pote. bah là, malheureusement, C'est le pire que d'être dimanche, ministre. j'ai fait mes courses. Attends, ministre, tu peux te Jetez-moi la Tous première tes pierre. petits déplacements de jet privé, on sait tout, Léo. Ok. Ouais. Bah, j'ai un vélo, j'ai un vélo qui passe pas la 3ème vitesse qui est très chiante. Enfin bref. Oui. Le contrôle technique. Ouais. Donc bon, le jet privé, on attendra quoi. Ouais. C'est ça, tu es le genre de gars à prendre des Vélib électriques, à mon avis. Quant à moi, pour ne pas terminer, je passe à moi. J'ai été voir, accompagné de ma compagne, Diane, le concert de Torres, donc Mackenzie Scott, de son nom réel Torres, son nom de scène d'artiste. C'est une artiste new-yorkaise qui fait, comme d'habitude, du rock indépendant, cette espèce de gros fourre-tout, de gros mots-valises, voilà. Et donc, c'est génial. Je crois elle vient de sortir son 5e album qui s'appelle What an Enormous Room, et donc elle faisait la tournée de cet album. Et donc c'est une artiste incroyable. Je vous engage à écouter. Ça ne ressemble à rien d'autre qu'à du Torres. Il y a beaucoup de synthé. Il y a pas de basse. Ça, c'est un truc. Ouais, mais c'est incroyable parce qu'il y a une omniprésence de synthétiseurs pour essayer de reprendre de temps en temps des espèces de rythmiques un peu électroniques. Enfin, c'est vraiment chouette.
Et puis il y a une présence sur scène qui est absolument incroyable. C'est quelqu'un qui est, je sais pas, c'est la sensation que ça m'a fait. C'est quelqu'un qui t'as l'impression qu'elle essaye de capter. Il y a des artistes, t'as l'impression qu'ils essayent tout le temps de sortir des trucs d'eux, tu vois, de se libérer. Et elle, t'as l'impression qu'elle essaye de capter, tu vois, et qu'elle annihile les trucs qui arrivent sur elle. Enfin, tu vois, c'est incroyable. Elle est vraiment impressionnante à voir. Donc, je vous engage à l'écouter déjà, et puis éventuellement aller la voir quand elle passe, parce qu'elle passe régulièrement à Paris. Voilà. Torres. Thomas est amoureux. C'était où le concert ? C'était au Hasard Ludique, et on l'avait déjà vu il y a 2 ans à la Boule Noire, voilà, pour l'album d'avant. Maxime ? Alors, pour ma part, donc j'ai joué à Donjons et Dragons. Eh ben oui. Et oui. Donc voilà, en plus d'artiste, voilà, je suis aussi Dungeon Master, donc autant vous dire que je sais choisir les vocations d'avenir. T'es artist master. Voilà, exactement. Et je suis aussi allé faire un tour à la galerie Christian Berst, bien sûr, que je vous recommande chaudement, qui est dans le 4e. Eh ben oui, pour ceux-là qui les fans d'art brut. Et pour ceux-là qui habitent à Paris. Voilà, pour ceux qui habitent à Paris. Si vous êtes dans un autre 4e, ça va pas marcher. Et donc on remercie encore Maxime d'avoir participé à cet épisode. Maxime, on rappelle que t'es peintre. Hein. Wow. On l'a trop peu dit pendant l'épisode, mais on le redit maintenant. Et que tu fais beaucoup d'aquarelles. Voilà, de l'aquarelle, pas que. Depuis la rentrée dernière, je change de médium, enfin je me renouvelle un peu. Je fais de la sculpture sur bois et je fais de l'acrylique. Wow. Donc je me lance dans des trucs assez différents, mais très chouettes. Après, je crois que ça doit faire 8 ans que je faisais de l'aquarelle. Donc j'étais à l'aise dessus, mais bon, je me suis dit à un moment donné, c'est bien aussi de changer. Voilà. Et vous pouvez avoir un aperçu de ce que fait Maxime sur ton site internet, Atelier Maxime Simon. Alors c'est Atelier Maxime Simon, ou alors aller directement sur mon Instagram sur Maxime Simon Atelier. Ouais. Tu as inversé le. J'aime bien, histoire de perdre un j'aime peu. Bien exactement mettre des challenges à mes fans. Mais on te mettra en bio. Évidemment. Oui, bien sûr. Voilà, donc allez voir, c'est vraiment super. Nous, on a eu la chance de voir en vrai quand t'exposais, et c'est super. Merci beaucoup. Enfin, c'est un bien piètre compliment. On est peintre, de s'entendre dire c'est super. Ce que bravo. Tu fais. Bravo. J'aime bien. Voilà. Et il y avait, quand vous irez voir sur l'Instagram ou sur son site internet, vous comprendrez la filiation avec l'horreur du dimanche, instantanément. Voilà. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, encore une fois. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter. N'hésitez pas à aller sur les applications de podcast, mettre des étoiles, nous liker sur X, Instagram. Non, il n'y a pas X, nous on n'est pas chez Elon Musk, on est sur Instagram et sur TokTok. Hein. Ouais. Et sur Thread aussi, le nouveau truc. Copain d'avant, pour faire la blague qu'on fait à chaque fois. C'est récurrent. Voilà, je le dis toujours à la fin, la prochaine fois je le dirai au début. Bisous, merci, ciao, à dans 15 jours. Ciao. Ciao.